Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova, bienvenue dans la dernière. En direct en public, comme vous pouvez l'entendre, du Théâtre Européen à Paris, dans une ambiance de zinzin. Merci beaucoup les amis. Nous sommes le dimanche 10 mai 2026. Je pense que ces gens n'arrêteront jamais d'applaudir. Nous sommes le dimanche 10 mai 2026. Il y a 45 ans, François Mitterrand devenait président de la République. Le Parti Socialiste était au top de la hype. Et force est de constater que 45 ans après, il est toujours là. Vous êtes là, le Parti Socialiste ? Ouais, il est bloqué dans le détroit d'Ormuz, visiblement, au niveau du péage de Saint-Arnoux. Pensez aussi à ceux qui sont bloqués également sur un bateau de croisière à cause du hantavirus. Ah oui, pas de chance là. On leur adresse un petit mot. Cher, comme dirait l'ami Jamil Le Schlag. C'est la S, comme dans PS. Oh! Allez, le bilinguisme, le multiculturel C'est brillant, nous brillant. sauvera. Celle qui est le S, le sang de la veine. Juliette Arnaud est avec nous. Et bonsoir! Tu es un tigre, tu es une tigresse, Juliette. Ça va, tout va bien? Impeccable! Impeccable. Celui qui voudrait bien donner son sang, mais qui en voudrait? Aymeric Lompré, là. Oui. Bonjour Aymeric. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Est-ce que la pêche? J'étais à Lille hier soir, donc la pêche. La pêche qui redescend. La pêche qui redescend. Bah, c'est normal. Et celui qui est le coup de sang, Pierre-Emmanuel Barré, est avec nous. Bonjour. Tout va bien, Pierre? Tout va bien. C'est mauvais signe. Nous rejoindrons pendant l'émission Thomas VDB, Mamari et Florian Gouttière pour une chronique scientifique. On est parti, on répond au courrier, à vos questions que vous nous envoyez à l'adresse, je la rappelle, la dernière, @radionova.com. Et on commence avec la question de Anna. Salut! Je ne regarde plus du tout les infos depuis quelques mois, mais j'écoute toujours la dernière. Vous êtes donc ma seule source d'information. Pensez-vous que je devrais diversifier mes sources? Oh là 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 là, quelle erreur! Quelle erreur, Anna! Il ne faut jamais écouter une seule source d'information, quand bien même il s'agit de notre émission. D'abord, bien sûr, parce que des erreurs factuelles peuvent être dites sur ce plateau par Guillaume, Juliette, Aymeric ou même, il faut bien le reconnaître, l'invité. Ensuite, parce que si tu n'écoutes que notre émission, tu risques de déprimer. On ne fait que parler des problèmes écologiques, économiques ou sociaux. Il te faut d'urgence écouter une radio de droite afin de te reposer un peu l'esprit avec des raisonnements simplistes. Je te conseille France Info. Très bon conseil, on passe à la question d'Yves Adrien. Bonjour l'équipe. Que s'est-il passé d'intéressant ou ne s'est pas passé d'important au Molière cette année? Alors, Yves Adrien, donc déjà message aux parents, faites des choix, parce que Yves Adrien, il y a un moment donné, il y a un arbitrage qui n'a pas été fait. Hein, voilà. Pierre-Emmanuel, on tolère, oui, parce qu'il nous fait peur physiquement. Bon, les Molières étaient présentés par l'excellent Alex Vizorek, qu'on embrasse. Oui, on l'embrasse, on peut l'applaudir Alex. Il a été très bon. Le Molière de l'humour a été remis à Alex Lutz pour son excellent spectacle produit par Jean-Marc Dumontet. Et ça, c'est vraiment super, parce que la cérémonie des Molières est également produite par Jean-Marc Dumontet. Mais non! Hasard de dingue, comme dirait l'autre. Mais non, mais il y a du mieux. Je suis un peu taquin, mais il y a du mieux. Je vous rappelle que Sophia Aram a eu le Molière de l'humour, ce qui reste jusqu'à présent sa seule et donc meilleure blague de sa carrière. On l'embrasse. Je sais... Non, pas forcément. On passe surtout à la question de Lola. On fait ça. Bonjour, est-ce que Juliette compte véritablement se présenter à la présidentielle 2027 ? La gagner sans aucun doute et instaurer un État avec un ministère des chèvres naines et ainsi réconcilier toute la gauche. Mais bon sang de bois, mais Lola, mais bien sûr, c'est forcément ça le moyen pour réconcilier la gauche, le pouvoir de la chèvre naine. En tout cas, on n'a pas essayé. Quant à mon programme, j'y travaille, Lola. Je lise déjà tous les trucs que je vais pas faire. Par exemple, je ne ferai pas comme le maire de Carpentras. Je ne ferai pas diffuser dans toute la ville pour célébrer le 8 mai. Maréchal, nous voilà. Je suppose que le maire de Carpentras, il attend impatiemment le 8 mars pour diffuser toute l'œuvre de Bertrand Cantat. Et puis toutes celles de R. Kelly, de Patrick Bruel et de P. Diddy. Et j'en oublie. Mais bordel, le 8 mars à Carpentras, ça a duré une semaine en fait. On passe à la question de Fatia. Pourquoi Guillaume tient-il toujours son micro à la main alors que les autres
autres ont un support. Ça n'a pas l'air très pratique. Et il y a une bonne raison, c'est que si Guillaume garde son support, on ne le voit plus. À cause qu'il est tout maigrichon. Très bien, passons vite à la question de Lorraine. Salut l'équipe, comment choisissez... Ah, ça j'allais bien ça. Comment choisissez-vous les questions des auditeurs? Des amis en ont envoyé et n'ont jamais été sélectionnés. Bonjour Lorraine. La sélection des questions est particulièrement rigoureuse. Elle est effectuée par notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Et les questions doivent répondre à un cahier des charges extrêmement précis. En effet, il ne sélectionne que les questions intéressantes, pertinentes ou très drôles. Malheureusement, Ramzi n'est pas infaillible. Et parfois, des questions ne répondant à aucun de ces critères nous parviennent. La preuve avec ta question, qui aurait dû finir avec celle de tes copains dans la corbeille Gmail. Belle journée. Allez, on enchaîne avec bienveillance et puis avec une question de Jean Bernard. Bonjour, est-ce que si à 50 ans on n'a pas écrit sa BD, on a raté sa vie? Alors, Oui, Jean oui. Bernard, j'ai 53 ans, mes 3 camarades de moins de 50 ans ont écrit des BD et pas moi. Je suppose que donc c'est votre manière pas si subtile, Jean Bernard, de dire que j'ai raté ma vie? Je ne suis pas Pierre-Emmanuel, je ne vais donc pas vous répondre que quand on s'appelle Jean Bernard, on évite de la ramener, on se cache sous la moquette et on mange ses croûtes de cul. Ce serait beaucoup trop facile. Oui, j'ai raté ma vie, Jean Bernard, mais à la différence de la Juliette de Shakespeare, je suis toujours vivante, moi. Bien envoyé, toi. Par contre, Ah oui, Eh oui. Aymeric. Par contre, Oui. Jean Bernard, il y a plein de trucs que si t'as pas fait à 50 ans, t'as raté ta vie. Ah. Comme par exemple, si à 50 ans, tu n'as pas baissé ton maillot de bain pour aller plus vite dans le toboggan, bah t'as raté ta Ah vie. oui, c'est Ah ouais. vrai. Ouais. Ouais, ça, c'est Si vrai. à 50 ans, tu n'as pas léché les piles, tu as raté Oui. ta vie. Ah oui. Et Ah oui, aussi oui. quand on marche aussi sur le trottoir et Oui, puis à la falaise et à quand côté on mangeait les tubes de colle. T'as raté ta vie. Ou Ouais, ouais. quand Et tu aussi- prends ton skate et tu t'accroches à une voiture. Oui, et le puis compas, t'es- quand on faisait les pour aller rosaces. hyper Et quand À on dit- l'école, quand on et faisait les quand on dit, rosaces. je suis sûr dans Ou les alors, rosaces. ou alors quand tu sais, quand tu mets un doigt dans le cul de ton chien, Quoi? Non. Qu'est-ce qui se passe? En- personne fait ça. Non. Non, allez. Non, on enchaîne. Arrêtez d'encourager. On enchaîne avec la question de Charlotte. Bonjour. C'est la fin de l'année, c'est la fin de l'année. Mais arrêtez, c'est pas la fin de Ah, l'année. c'est pas la fin de l'année, on me signale. Allez, bonjour, la dernière, je m'appelle Charlotte et j'ai 34 ans et ça fait des années qu'on me dit que je suis le sosie au féminin de Guillaume Meurice. Ah, miskin. Guillaume, t'a-t-on déjà dit que tu étais mon sosie au masculin? Ah, Charlotte, sache que je compatis. Moi-même, quand dans la rue, on me dit, vous savez que vous ressemblez à Guillaume Meurice, je le prends hyper mal, en fait. Donc, j'imagine même pas pour toi. Alors, ça aurait pu être pire, parce que Charlotte, tu aurais pu être le sosie de Charles à l'oncle. Et certes, tu aurais pu décrocher un rôle dans un docu-fiction Arte sur la Wehrmacht, mais sur Tinder, sorti de la Bavière, t'aurais vraiment galéré. Donc, tu t'en sors pas si mal, Charlotte. Oh, super. On enchaîne avec la question d'Émeraude. Bonjour à toutes. Pierre-Emmanuel est toujours habillé pareil, à l'instar de Mark Zuckerberg et Barack Obama. Est-ce la marque des plus grands? Oui. Non. Je pense pas. Ça m'étonnerait. C'est la marque des gens qui ont très mauvais caractère et qui n'ont aucune inspiration. Allez. Une question de Camille pour terminer. Bonjour, la dernière, je suis policière et je vous aime. Est-ce normal? Et pensez-vous que cela puisse être réciproque? Salut Camille, merci pour ta question. Oh là, ouais. Bien sûr qu'on aime la police, surtout avec des cornichons, des pommes de terre et un bon vin blanc. Ah non, pardon, j'ai confondu avec la raclette. Autant pour moi, on n'aime pas la police. Belle journée. Merci les amis pour toutes ces réponses. Je vous rappelle l'adresse, la dernière, @radionova.com. Envoyez-nous toutes vos questions, on y répondra avec plaisir. Et attention, la voilà, elle est là, elle arrive. Mais quoi non, donc, quoi mais donc, quoi quoi Qu'est-ce donc que c'est La fin du néolibéralisme? Non, la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et il est 18h13. Notre invité du jour vient de nous rejoindre. C'est ni plus ni moins que la présidente, la chef du planning familial, Sarah Durocher est avec nous. Chef, Voilà. bienvenue. Merci beaucoup. Comment on doit t'appeler? Madame la présidente, Oh, chef, Sarah, dictatrice. Sarah, c'est chouette. Sarah, c'est bien. Ouais. Présidente du planning familial, depuis combien de temps? Depuis 7 ans. 7 ans. Ouais. Et comment ça se passe? C'est des mandats C'est un conseil d'administration, comme on est une association, et il y a un bureau qui est élu, et après, il y a une élection.
Ok. Et voilà, mais moi, ça fait plus de 20 ans que je suis au planning. Donc, j'ai fait étape par étape. Ah voilà, bah, raconte-nous ça, tiens, ton... Comme ton quoi, parcours. quand on veut, on peut. Mais il m'a fallu 20 ans. Il y en a certains, ils arrivent à ces postes-là sans avoir fait 20 ans dans l'association. T'as Mais, t'as une certaine légitimité, Tout on à va fait. dire. Ouais, je pense, ouais. En fait, je suis arrivée en stage au planning à Orléans. Et puis, j'ai été salariée pendant des années en tant qu'accueillante. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce que je voyais sur le terrain et ce que j'entendais, on pouvait aller le dire dans d'autres espaces qui sont un peu loin de tout ça et de le politiser. Et du coup, voilà, c'est un peu le parcours. Tu as fait pratiquement toute une vie professionnelle, en tout cas au planning familial. Est-ce que tu as l'impression que tu pourrais faire littéralement tout ce que tu as de vie devant toi là-bas ? Là, je pense que c'est bien que ça s'arrête. J'ai envie aussi d'aller voir autre chose, même si je trouve que il y a plein de choses à faire. Encore, c'est une super association, le planning familial, parce que c'est un lieu de formation, c'est un lieu de joie militante. Parfois, c'est chiant aussi, c'est un peu dur. Mais en tout cas, il y a du boulot, quoi. Est-ce que tu peux nous présenter l'association pour peut-être des gens qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas encore? On a 70 ans cette année. Voilà, donc c'est un peu une date spéciale pour nous. Ça veut dire juste avant les élections présidentielles, on a à fêter les 70 ans du planning. On est une association militante, féministe, d'éducation populaire. Et l'objectif qu'on a, c'est d'accueillir des personnes qui sont éloignées du droit et de la défense des droits sexuels et reproductifs, donc avortement, contraception, éducation à la sexualité. Et puis, on accueille 500 000 personnes par an. Voilà. On a 82 associations et un grand nombre de militantes et des générations de militantes, bénévoles et salariés qui font un travail au quotidien qui est celui d'accueillir. Donc ça veut dire qu'il y a des antennes partout en France. On Oui. peut se rapprocher du planning dans les grandes villes. N'importe où, vous pouvez donner des sous à toutes les antennes locales du planning. Je vais le dire plusieurs fois, ça, je pense. Tu fais bien. Vous pouvez aller rencontrer des équipes. Vous pouvez y aller aussi si vous êtes concernés, parce qu'on peut être toutes et tous concernés sur les questions de sexualité. Et donc, bien évidemment, qu'on peut y aller. On est sur l'Hexagone et dans les départements d'outre-mer. Et est-ce que c'est une association internationale? J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire un peu... Alors, on fait partie du planning familial international. Ça, donc, on fait aussi du plaidoyer parce que tout est lié. Les luttes féministes sont internationales, bien évidemment. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est du plaidoyer? Le plaidoyer, c'est quand on va essayer d'aller faire des batailles, d'aller en tout cas argumenter pour pouvoir faire changer les choses, pour pouvoir faire changer les lois, convaincre les gens aussi que notre projet de société, il est chouette, que notre projet associatif, il est chouette, et de faire avancer les choses dans la société. Donc produire des rapports aussi, ça passe par là? Ouais, on produit des rapports. On a produit un rapport sur l'éducation complète à la sexualité, par exemple, dernièrement. On part vraiment du vécu des gens, de la parole des personnes, et l'objectif, c'est de capitaliser tout ça et de faire bouger les choses, et aussi nos responsables politiques. Ça, on va en parler. On va parler droit à la sexualité, on va parler avortement. Mais on va commencer par les questions qui fâchent. L'égalité femmes-hommes était la grande cause du quinquennat. Est-ce que... Les deux quinquennats. Des deux quinquennats, ouais. Oui, parce que le premier, il s'est dit, non, ça a raté. Le premier, c'était le droit des femmes. Ah, c'était le droit des femmes. C'est la ok. grande cause. Après, il y avait le J'ai Covid pas et vu. tout. Hein. Et, non, mais attends, première question. Est-ce que tu y as cru? Non. Ouais, ok, d'accord. Non, ça aurait pu. Il se vendait comme un président moderne. En tout cas, il arrivait dans le game et il disait, vous allez voir. Moi, personnellement, j'y ai jamais cru. Dès le début, pourquoi alors? Parce qu'il est de droite. Enfin, Oui, non, mais je me doute. Je me doutais. Est-ce que tu as des preuves? Quelques preuves, ouais. Et, vas-y, Juliette. Ouais. Son premier mandat à Emmanuel Macron, c'est 2017, c'est-à-dire que c'est concomitant avec MeToo. Il nous a rapidement donné l'impression qu'il avait strictement rien compris à MeToo, à comment ça fonctionnait, à quel point c'était viral. Mais est-ce que ça n'a pas été en fait l'intégralité de la classe politique qui a pédalé dans la semoule à ce moment-là, enfin qui n'a pas pigé ce qui était en train de se passer? En fait, je pense qu'il y a toujours un train de retard. Ça veut dire que les associations, nous, on a vite compris ce qui était en train de se passer. Ouais. On essayait de faire bouger les choses. À chaque fois, c'est de la répétition. Mais tous les sujets, pas que la question des violences, que la question du MeToo, la question de l'avortement, par exemple, de l'éducation complète à la sexualité. On a même des politiques qui sont plutôt féministes et de gauche qui ne comprennent pas bien la question de l'éducation complète à la sexualité. Donc, en fait, c'est de la répétition. Et en fait, il y a une chose qu'il a cru avoir, mais qu'il n'a pas eu, c'est l'IVG dans la Constitution. Parce que cette victoire, on lui a forcé en fait à le faire. Il n'avait pas trop le choix. Et je crois que malheureusement, dans son bilan sur la question des droits des femmes, ça sera l'IVG dans la Constitution. Oui. mais je sais pas. On était en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Très franchement, il n'y a rien eu d'autre. Et puis il y a eu
Enfin, nous, je sais que le planning, comme on a 70 ans, on en a vécu des gouvernements. Alors, pas moi, mais si plusieurs gouvernements. Moi, j'ai vécu quand même sous Emmanuel Macron. Mais en fait, on n'a jamais été autant méprisé sur la parole des associations. Et ça, c'est vraiment une des choses que ces dernières années sont hyper dures, mais pas que pour le planning, pour toutes les associations, et à se faire entendre, et que notre parole soit légitime, parce que notre parole, elle est beaucoup plus légitime que certains, quoi. Mais alors, pourquoi c'est une thématique qui reste une thématique ancrée à gauche? Je vais poser des questions un peu naïves, mais est-ce qu'il y a des féministes de droite? Si on est une féministe... Est-ce qu'il y en a dans la salle? Pour moi, être féministe, c'est être aussi anticapitaliste. Donc forcément, pour moi, ça rentre pas dedans. Après, je pense qu'il y a des femmes politiques qui tentent de faire des politiques qui plaisent aux féministes parce qu'elles ont une conviction, parce qu'elles ont un vécu. Elles se clairement positionnement, elles se positionnent publiquement. Hein. C'est pas rien de se positionner publiquement quand on est une femme aussi sur des sujets concernant les violences, par exemple. Après, c'est comment est-ce qu'on porte toujours le même discours, une cohérence dans les discours, et puis comment on va jusqu'au bout pour porter des lois et des politiques publiques réelles. Mais tu l'as dit, c'est aussi une question d'argent, d'oseille. Et par exemple, tu parlais de l'IVG dans la Constitution, on y reviendra pendant l'émission, mais est-ce qu'il l'a pas fait aussi parce que ça coûte rien? Je pense, il faudra lui demander. Moi, je le vois pas, mais je pense qu'il faudrait lui demander. On va l'inviter. Enfin, on a lancé plusieurs fois. Oui, et puis très facilement, il va te répondre que oui, je l'ai fait parce que ça me coûte un rond. Peut-être un jour, il en aura plus rien à foutre. Si jamais vous l'invitez, n'hésitez pas à lui demander, ça m'intéresse. On va l'inviter. Peut-être sera l'invité de Sarah, on ne sait pas. J'aurais dû tenter. C'est libre, il n'y a pas de souci. Quel lien, toi, tu as avec les politiques, justement? Tu es obligé quand même de les côtoyer, de passer du temps avec eux. Tu disais que tu faisais du plaidoyer, donc tu essayes aussi de les convaincre. Oui, mais C'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup de colère. Non, c'est beaucoup de colère, mais pour moi, j'ai un but, c'est d'essayer de faire en sorte que les choses elles bougent. Et je sais que, vu la temporalité politique, il faut aller essayer de convaincre un par un des personnes. Nous, le planning, on n'a pas le droit, mais c'est parce qu'on ne veut pas parler au Rassemblement national, par exemple. Mais par contre, oui, on va essayer d'aller chercher dans l'hémicycle des politiques pour qu'ils se positionnent un peu sur nos sujets. Mais à chaque fois, c'est une adresse, puisqu'il faut... faut pas utiliser les mêmes mots. Si vous allez voir certains politiques, vous dites le mot genre, c'est fini. Vous faites de l'écriture inclusive. Pas Bruno Retailleau, quand même. Non. Mais je pense qu'il ne veut pas me voir non plus, en fait. Ils sont fragiles, hein, ces gens-là. Plus ils sont à droite, plus ils sont fragiles. Merci beaucoup, Sarah. On reste ensemble jusqu'à 20h10. On va écouter un petit peu de musique. Alors, je rappelle que dans la dernière émission, on a dit du bien de Michel Sardou. Oui. Donc, je crains un petit peu le pire pour la programmation musicale cette semaine. Ne crains rien, ne crains rien, Guillaume. En 1978, Sardou chantait le temps des colonies au Palais des Congrès. Mais cette même année, tout le monde chantait et dansait avec la chanteuse Chaka Khan. I'm every woman. Tout le monde. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invitée Sarah Durocher, présidente du planning familial. Et il vient d'apparaître comme ça dans un panache de fumée. Il aurait pu s'appeler Thomas CBD, mais c'est bien Thomas VDB. Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors moi, cette semaine, mon algorithme il m'a proposé beaucoup de vidéos des banquets du canon français, qui sont les gens qui se rassemblent dans des salles immenses pour célébrer la gastronomie et les traditions françaises. Et moi, pardon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de domaines dans la vie dans lesquels on peut dire que je suis un expert, mais la fête, je maîtrise. Hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est un truc. Je suis maître cotillon à tous les nouvel an. Quand il y a un anniv sur le gâteau, je mets toujours des bougies qui se rallument. Comme ça, quand le mec il souffle, après il dit mais attends, mais je l'avais éteinte. Bon, voilà, vraiment je maîtrise. Mais les fêtes du canon français, vraiment c'est autre chose. Là, on est plus dans un décorum de l'univers de la baguette, du béret, des flonflons, hein, ce fumet presque de collaboration. Hein, et c'est vrai que pour eux, pour qu'une teuf soit réussie, tu te dis il faut toujours que ça ressemble le plus possible à la pub pour le vieux pané. Hein, c'est vraiment, il faut que tous les gars ils aient des sabots, des bretelles et tout. Là, c'est la teuf. Enfin, un bon pique-nique à la campagne. Alors, parce que bon, ok, moi je vous dis franchement, pour moi, manger un morceau de viande, moi c'est bon, j'aime bien. Alors je dis pas ça pour provoquer les végétariens, parce que d'ailleurs même eux, ils mangent des steaks de soja qui reproduisent le goût de la viande. Donc c'est bien la preuve qu'ils en aiment le goût.
Mais en même temps, quand on a faim et qu'on voit par exemple, je sais pas, des côtes de porc grillées, bah voilà, on se dit on est content, mais on se comporte pas non plus comme des ostrogoths. Que si vous regardez les vidéos du Canon Français, si eux, tu leur montres de la viande, c'est Brevard, tout de suite. À un moment, ils sont tous à table dans la vidéo et là, il y a un gars qui gueule, il dit comme ça, il dit « Et maintenant, le cochon !» Et tout le monde est là. C'est-à-dire, ils gueulent même pas le nom du plat, ils gueulent directement le nom de l'animal qu'ils ont tué. Tu vois, comme ça. Et voilà, on imagine qu'il y en a eu plein d'autres avant, des animaux, et qu'il va y en avoir plein d'autres après. Les gars, ils sont là, maintenant, les mangoustes. Ils sont là, les langoustes. Non, les mangoustes. Et voilà, ils ont un truc en plus avec les quantités de nourriture. Je pense, qu'est-ce qu'ils te répondent ces gars-là? Si tu vas les voir à table et que tu leur dis comme ça, que tu leur dis la phrase de Molière, je rappelle qu'il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Je pense qu'ils te répondent, ta gueule. Voilà, tout simplement. Mais franchement, j'aimerais bien y aller, moi, juste pour rigoler au Canon Français, pour tester leur sens de l'humour et faire le tour des tables et aller voir et leur dire bonjour, est-ce que quelqu'un aurait un peu d'ecstasy? Juste pour voir les têtes figurées, juste pour voir. Parce que c'est pas leur délire, l'ecstasy, heureusement, hein, bien sûr. C'est pas censé être drôle, ça. Non, c'est vrai que leur délire, c'est plus, par exemple, dans la vidéo qu'on regarde, à un moment, il y a un gars, il fait un salut nazi. On sait pas vraiment si c'est un salut nazi. Parce qu'il y a une polémique, c'est dur de voir, parce que le gars, il a ses pompettes, qui n'a jamais tendu le bras un peu en l'air pour recommander un verre, c'est vrai. Jeannot, tu rhabilles le petit. Voilà, on sait pas vraiment. Mais c'est vrai que les organisateurs, ils ont répondu que c'est pas un salut nazi. Donc, ok. Les organisateurs, il y en a un des deux, il s'appelle Géraud du Fayet de la Tour. C'est-à-dire, le gars, son nom, c'est presque une adresse. Je pense que c'est peut-être le seul gars qui a un code postal à lui tout seul. Parce que, donc les gars, les organisateurs, ils contestent qu'il y a eu des connivences avec l'extrême droite, parce que c'est vrai que les banquets du Canon Français, ils sont cofinancés par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Et s'il y en a bien qui touche pas la politique, c'est lui. Hein, ça, on le sait. Parce que les gars, ils sont là, ils se disent ouais, faut arrêter de tout ramener à la politique. Mais c'est vrai que si tu regardes sur leur Instagram, toutes les vidéos où ils sont là avec les trancheuses à jambon, là, tu regardes dans les commentaires en dessous, c'est que des commentaires genre LFI en pleurs devant cette vidéo, ou bien Mathilde Panot en PLS. Bon, c'est pas apolitique non plus. Hein, c'est vrai. Parce que ça, c'est que sur Internet. Mais alors, imagine à table avec eux. Je sais pas si t'imagines, parce que franchement, je pense que t'es au banquet du Canon Français, tu votes Poutou, Tondelier ou Mélenchon, vaut mieux faire profil bas. Hein, je pense vraiment. Je pense à la fin, tu laves ton assiette, tu vas la ranger dans l'armoire tout seul. Là, vraiment. Parce qu'en fait, je pense qu'ils disent que c'est juste de la bonne franquette, en fait, c'est en référence à Franco. Je pense. Je pense que c'est pas peut-être pour ça. Parce que les gars, ils se défendent en disant ouais, le cochon, ça représente la France. Ah bah oui, évidemment. Cocorico, le cochon. Bien sûr. Ah, t'es là, bah oui. Alors... C'est vrai que t'es là, les gars, pour crier des noms d'animaux, il y a du monde. Bah, par contre, en cri d'animaux, ils sont pas très forts. Viens le chien. Viens le chien. Bah non. Là, c'est vrai, j'ajoute qu'ils sont assez peu regardants sur les questions de santé. Hein, d'ailleurs, je me dis, c'est vrai que pour les gens de gauche, par exemple, qui n'aiment pas le conflit, je me dis, regardez tous ces gens de droite en train de s'empiffrer de rosettes et de mortadelles. Ben finalement, est-ce que c'est pas une façon de lutter? Parce que je me dis, mais finalement, le cholestérol, est-ce que ce serait pas un peu notre cheval de Troie? Ça, parce que la mère de Quimper, elle a interdit un rassemblement du Canon Français dans sa ville, mais si on veut réduire le nombre d'électeurs de RN, est-ce qu'on n'aurait pas tout à gagner à les laisser manger? Je dis, parce que la lutte contre le nationalisme, ça peut aussi passer par l'infarctus du myocarde. Alors que vivent les banquets du Canon Français! Merci Thomas Mélévé, qu'on retrouve sur scène ici à l'Européen à partir de décembre pour un tout nouveau spectacle. Et je pense que le Canon Français va vraiment prendre juste la fin de ta chronique. Ils vont clipper Vive le Canon Français. Il y a des chances que là, dans les commentaires, ça va charcler là. Partout. Merci Thomas. On est toujours avec notre invitée Sarah Durocher, la chef, la présidente du planning familial. Ça t'a donné envie d'aller au Canon Français? Grave. Voilà. Je serais bien reçu, je Mais crois. justement, il y a un lien avec ma question d'après, puisque donc, le planning familial est une association intersectionnelle, mais assumée de gauche. Et j'ai envie de te parler des menaces, parce qu'il y en a énormément, il y en a sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a aussi physiquement des attaques sur les locaux du planning? Est-ce que vous subissez ce genre de choses? En fait, on a toujours été attaqué. Le planning familial, il a toujours été attaqué en 70 ans. Mais là, depuis 2 ans, on vit vraiment une hausse d'attaques importante. Ça veut dire on a des vitrines taguées, on a des serrures cassées, on reçoit aussi des intimidations au niveau des bénévoles et des salariés.
Il y a des bénévoles et des salariés qui ont peur aujourd'hui par la montée de l'extrême droite. Enfin, on sait très bien qui c'est qui nous tape dessus, c'est l'extrême droite. Et c'est quoi les reproches, les menaces qui vous sont adressées? Il y a un sujet en particulier, c'est l'avortement. Toujours. L'avortement, Ah, ça, je crois que... ok. Alors, l'éducation à la sexualité, on en reparlera peut-être, Oui. mais on a vraiment vécu une vague hyper violente, en fait. Et puis surtout, ce qu'on vit actuellement, c'est de la désinformation. Ça veut dire on dit tout et n'importe quoi sur le planning. On a par exemple dit sur les sujets d'éducation à la sexualité qu'on apprenait à des enfants de 3 ans à se masturber, enfin qu'on allait dans les écoles pour faire ça. Et ça, en fait, ça gâche le travail déjà des bénévoles et des salariés, ça gâche de ce que fait le planning, et que bien évidemment, que voilà, ces attaques, en tout cas, elles montent. Au moment de l'IVG dans la Constitution, en un mois, on a eu 3-4 attaques, 3-4 associations départementales attaquées. Et donc, bien évidemment, qu'à chaque fois, on porte plainte, on arrive à porter plainte. Et souvent, c'est pour parce qu'ils ont cassé les choses et c'est pour empêcher les gens aussi de venir, quoi. Mais c'est, par exemple, à Strasbourg, il y a eu une attaque dernièrement. C'est des autocollants anti-avortement qui sont plaqués contre la porte du planning. Ok. Et on retrouve les auteurs? Mais ils le revendiquent sur les réseaux Ah oui, sociaux d'accord, maintenant. ok. C'est ça qui... L'enquête est rapidement menée, quoi. Ouais, mais on n'a pas forcément de suite derrière. Ouais. Mais mine de rien, c'est de l'énergie où on a autre chose à faire Ouais, que d'aller bien sûr. porter plainte. Et puis, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous voulez venir au planning faire un avortement, vous voyez écrit l'avortement est un meurtre, je peux vous assurer que ça n'aide pas aussi pour les personnes qui viennent nous rencontrer, aussi qui ont des fois pas ou peu d'informations sur les sujets pour lesquels ils viennent nous voir. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le renouveau des mouvements masculinistes? On en parle Oui. beaucoup en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu sens aussi cette tendance? Alors nous, on le sent depuis... Je dis pas que les féministes ont toujours le nez fin, je dis juste que nous, on savait que ça allait arriver. Ah ouais. Et ça existait déjà. Enfin, les personnes qui sont anti-choix et anti-droit, anti-avortement, c'est des personnes qui sont masculinistes. Les personnes qui étaient dans les rues contre le mariage pour tous, c'était des masculinistes. Il y avait quelque chose de très présent dans leur représentation des choses et de la société. Ce qu'on a là, c'est une vraie montée, parce que même si Bruno Retailleau s'est occupé du sujet en disant « attention, c'est un risque d'attentat très important, un risque terroriste en France », c'est que quand même, il y a quelque chose qui se passe. Et nous, on a eu dernièrement une menace d'un attentat suicide devant une association départementale en disant, donc c'était revendiqué du mouvement Incel, donc c'est un Incel, mouvement, ouais. c'est un mouvement masculiniste où en fait, il a marqué, alors précisément, je me souviens plus, mais il a marqué quelque chose où il allait faire un attentat suicide devant le planning familial parce qu'on aurait avorté son âme sœur qui aurait dû naître en 2014. Ah Est-ce ouais. que c'est pas un meurtre aussi de se suicider devant le planning familial? Oui, c'est vrai. En fait. Et tu peux expliquer ce que c'est un incel? Ce qu'on appelle les incels? Les incels, c'est c'est un mouvement masculiniste. Souvent, il n'est pas très organisé. C'est vraiment des personnes qui sont devant leurs ordinateurs et devant les réseaux sociaux. Et en fait, ils considèrent que s'ils sont célibataires, c'est à cause des femmes. C'est pas de leur faute à eux, en fait. Voilà. Et donc, ils en veulent à la terre, au monde entier. Il y a des gens qui se sentent concernés autour de la table? Pourquoi vous rigolez? Je sais pas, moi je m'intéresse. Dans le même temps qu'il y a cette montée de mouvements masculinistes, je t'ai entendu dire qu'il y avait ce qui n'arrivait pas à l'époque où moi, par exemple, j'ai poussé la porte du planning familial. Il y a des hommes aussi, des jeunes hommes, des adolescents qui viennent au planning. En fait, c'est peut-être important de le redire, c'est qu'on peut tous venir au planning familial, en fait, quel que soit son genre, son âge, il n'y a aucun souci. Mais il y a aussi des hommes qui viennent nous voir, et puis souvent, on intervient aussi beaucoup auprès de jeunes en éducation à la sexualité. Donc là, on les voit, les hommes. Et en fait, nous, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les discours masculinistes, ils prennent beaucoup de place parce qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité, parce que les garçons n'ont pas forcément d'espace et de lieu pour trouver une information. Donc souvent, ils vont aller vers la pornographie ou ils vont aller sur les réseaux sociaux. Ils voient de tout, en fait, en termes d'information. Tout n'est pas nul sur les réseaux sociaux. Il y a plein de féministes qui ont fait des super trucs et aussi des jeunes garçons. Mais par contre, c'est vrai que voilà, il y a un besoin d'information et c'est pas si simple de pousser la porte du planning, je le rappelle, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye aussi d'aller vers les personnes, de créer des numéros, de créer des chats. C'est pour ça aussi que je dis, n'hésitez pas. Une manière pour nous aider, si vous avez envie de nous aider, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, partager nos informations, parce que c'est une manière de lutter contre la désinformation. Et concrètement, quand on pousse la porte du planning, il y a des bénévoles qui nous attendent, il y a une cellule d'écoute, ce genre de choses? Alors déjà, il y a beaucoup d'affichage.
Ouais. parce qu'on fait beaucoup d'affiches. Je sais que tu vas en parler peut-être à un moment donné, donc Ça peut arriver. on fait beaucoup d'affiches. Dont certaines qui font un petit peu parler, donc À chaque fois qu'on dit on sort une affiche, tout le monde nous regarde un peu sidéré. Qu'est-ce que va sortir le planning? Mais en fait, oui, il y a des bénévoles, il y a des accueillantes. On appelle ça des accueillants et des accueillantes parce qu'on a aussi des bénévoles qui se définissent masculins et qui viennent au planning, enfin qui travaillent au planning. Très très peu. Là, pour le coup, la parité n'existe pas du tout. Ouais. Mais par contre, voilà, on va avoir un temps d'écoute et on fait aussi de l'accueil collectif parce que ça fait partie un peu de l'ADN du mouvement féministe en France, mais pas que. C'est de créer un espace collectif pour prendre la parole collectivement, pour se rendre compte aussi qu'on peut vivre la même situation en ayant un âge différent, en ayant une histoire différente, et faire que le collectif soit une force pour aussi se soutenir et être en solidarité, en sororité. C'est le même fonctionnement que les réunions des alcooliques anonymes, par exemple. Un peu, mais différent. Non, mais oui, c'est ça. Je n'ai pas le même. En fait, c'est un peu tout ce que faisait le MLF à l'époque. Si vous avez vu Annie Colère, il y a ces espaces collectifs où on échange de l'information, on partage de l'information. On peut vraiment faire des espaces collectifs pour par exemple, des personnes qui ont vécu des situations de violence. On fait aussi des espaces sur l'avortement, parce qu'en fait, il y a encore une grosse culpabilité sur l'avortement, et l'objectif, c'est d'être dans la déculpabilisation. Et donc, bien évidemment, qu'on prend de la force quand on partage des récits, des histoires, et puis même, des fois, on n'est pas obligé de prendre la parole, mais en tout cas, on écoute. Et quel profil il faut pour être bénévole, justement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, moi, je suis chaude pour aider? Parce que j'imagine que recueillir la parole, psychologiquement, c'est quand même assez compliqué, quoi. Il y a des histoires évidemment très dures. Déjà, on peut faire plein de choses au planning. Nous, on n'a pas beaucoup de sous. Je vais le répéter. Et pour faire de la communication, oui, on a vraiment beaucoup besoin de dons, surtout en ce moment et sur les périodes qui vont arriver. On peut aller sur le site, disons-le maintenant. Voilà, vous allez sur le site, j'imagine il y a un onglet dons. Tout à fait. Voilà. Vous pouvez donner, et c'est aussi important de donner aux associations locales. Okay. Ça veut dire qu'on peut donner à la Confédération, mais on peut donner aussi à l'association de là où on vit. Okay. Voilà, il n'y a pas de petits dons, vraiment, c'est hyper important. Et bien évidemment qu'on a besoin de ce soutien-là. Et dites-vous juste que ça embête énormément l'extrême droite. Oui, ça peut être aussi un double effet assez sympa. On aide et en même temps, ça fout le seum à Éric Ciotti. Allez, je vais donner. Allez, on donne. Mais sur ma question, sur le profil des bénévoles, pardon, En fait, on peut faire plein de choses. On peut accueillir des gens, mais comme je disais, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on a aussi besoin de faire de la communication. Si vous savez faire des réseaux sociaux, des super stories, ça peut être un moyen d'aider le planning aussi. Donc voilà, il y a tenir des stands, mais il n'y a pas besoin. Et puis c'est surtout qu'on peut faire des formations. Il y a une buvette. Ouais, souvent. On est à la fête de l'UMA, il y a une buvette par exemple. Voilà. Je peux tenir la buvette, moi. Il fallait peut-être commencer par là pour convaincre. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Et puis merci à tous les bénévoles. Merci à toutes les équipes. On va parler de tout ça encore jusqu'à 20h10. On a plein de questions. On va continuer à le faire dans quelques instants. Munissez-vous de vos préservatifs d'oreille pour vous protéger de ce qui suit. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Thomas Bédébé qui est resté avec nous et notre invitée, la présidente du planning familial, Sarah Durocher. Et on t'écoute parler depuis tout à l'heure, Sarah, mais j'ai quand même un doute. Enfin, j'ai une peur, comme la France. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Ouais, non, mais Sarah, c'est intéressant ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est vrai, les droits des femmes, tout ça, avortement, c'est vrai que la maman de Netanyahou aurait peut-être dû avorter. Enfin, peut-être aussi qu'il n'est pas trop tard. Mais bref, c'est pas la question. La question, c'est que beaucoup de gens, quand même, disent que le planning familial fait un super boulot, mais est-ce que ça serait pas un peu faux, un peu bidon? Non, mais moi, je te dis ça. Pourquoi? Parce que je suis allé écouter ce qu'on dit du planning familial sur d'autres médias avec des gens qui bossent. Moi, j'ai eu entre les mains une plaquette de leur antenne, je crois que c'est de Rennes, dans lequel on parle de règles, c'est-à-dire de menstruation, en parlant toujours de personnes, sans jamais citer le nom de femme ou le mot femme ou fille. Jamais. Alors, le planning? Alors comme ça, on n'est pas transphobe? Ah bah super. Donc en fait, les tendances du moment, vous en avez rien à foutre, quoi. Vraiment, non, vous avez envie de passer à côté de l'époque. Qu'est-ce que c'est? On dirait moi avec la mode. Non mais il faut vous y mettre, il faut vous mettre à la transphobie. Voilà. Après, ce sera trop tard. Comme moi quand je fais des dabs. Allez, alors. Énorme ringard. On continue. 6-7. Allez, c'est pire. Arrêtez.
Pourquoi Je vais trop loin. Eh ouais, c'est le problème, je vais toujours trop loin. On continue. Pourquoi c'est grave, Sarah? Le planning familial est en train, au nom des droits des minorités, d'invisibiliser la femme. C'est-à-dire la femme, tout d'un coup, est en train de disparaître. Et pourquoi? Parce je que traduis, j'essaie de faire un petit résumé, c'est-à-dire que non mais le planning familial se fait le chantre du wokisme. Voilà, parce que non, on va pas non plus. On voit bien, il tourne autour du pot depuis tout à l'heure, là, l'autre avec les femmes, nanani nanana. Mais dans les médias Bolloré, on n'a pas le time. Hein. Tu dois dire islam ou wokiste tous les 300 mots. Et comme ils connaissent 200 mots, c'est sûr que ça revient souvent. Mais c'est intéressant, les femmes, parce que c'est vrai qu'un homme qui explique le féminisme, je trouve ça quand même toujours passionnant. Je trouve qu'il y a plus d'analyse. Je trouve qu'il y a plus de recul. On continue, donc il y a une partie où il n'y a pas le mot femme, je rappelle. Et donc, on cherche à invisibiliser justement la femme par ce procédé. Je vais noter au passage que c'est exactement d'ailleurs ce que d'autres talibans qui se trouvent à Kaboul font. Bam! Alors démasquer le planning familial. Le planning familial, plutôt, comme on devrait l'appeler. Le planning. Mais oui. Les droits LGBT, l'abnégazous brictagine, surtout. Surtout que vous faites exprès d'agacer tout le monde. On a failli en parler tout à l'heure. On va en parler tout de suite avec vos affiches, dont une qui avait fait scandale avec un homme enceint. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait quelque chose d'aussi grave. Même aux temps les plus obscurs où la femme n'était rien dans l'humanité, où elle était maltraitée. Il y a une chose sacrée à laquelle on ne touchait jamais. C'était le privilège de la femme d'être porteuse et donneuse de vie. C'est ça qu'on n'a pas le droit de toucher. Le privilège de la femme de se déchirer le périnée en hurlant de douleur. Ça, c'est vous qui avez l'exclu normalement. Non, mais ça, c'est important parce que nous, les hommes, on s'est réunis, on s'est dit... Bon, on leur laisse, ça on va leur... Non, nous on va prendre la bière, le foot, mais le privilège de donner la vie, voilà. Donc comme je dirais comme ça, on est quitte. Et ben ça, le planning veut vous l'enlever, mesdames. C'est un privilège que vous avez les femmes. Vous donnez la vie, c'est merveilleux. Le fait qu'elle donne... Je termine, Emmanuel. Non mais la femme va te parler, va te répondre. Je termine. Là, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on empêche... On enlève ce droit, on enlève ce privilège à une femme. Ah, les femmes qui veulent couper la parole à un homme qui explique si bien, ça m'énerve. C'est dommage, ça, les bonnes femmes. Vous pouvez... propos, Guillaume, tu veux pas la boucler? C'est du fascisme. Voilà. C'est du fascisme. Allez, on l'applaudit bien fort. Guillaume Meurice. Non, si, on l'applaudit, sinon il va chouiner. C'est du fascisme. On coupe pas la parole de Guillaume comme ça, Julien. Donc on est toujours avec la chef du planning familial, Sarah Durocher. Moi j'avais une question pour toi. Donc ça fait 20 ans, tu nous disais au début de l'émission que tu bosses de près ou de loin avec et pour le planning familial. Est-ce que c'est les petites jeunes filles qui arrivent pour savoir comment on avorte, elles sont dans le même état que celui que j'ai pu connaître moi, c'est-à-dire terrifiées avec un sentiment de culpabilité de la taille de la pièce, ou est-ce qu'il y a quand même une petite amélioration Non. Non. Sérieux? Non. Là-dessus, c'est dingue parce que... ce qui est quand même aussi important de dire, c'est que c'est pas des... En fait, c'est des femmes de entre 25 et 30 ans qui avortent en France. Les jeunes filles qui avortent, les mineurs, c'est un chiffre ridicule. Donc en fait, la plupart des femmes qui avortent, c'est des femmes qui ont entre 25 et 30 ans. Mais elles arrivent dans le même état que tu dis, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose autour de la culpabilité, en disant j'ai fait une erreur, en n'en parlant à personne, alors qu'il y a une femme sur 3 en France qui a avorté. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la vie des personnes, en fait. Et en fait, il y a toujours cette culpabilité-là très importante. Et j'avais eu la chance de rencontrer Annie Arnaud une fois pour en parler avec elle, pour dire, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, les personnes ne prennent pas la parole là-dessus, même publiquement, de dire qu'on a avorté. Souvent, les personnes qui prennent la parole publiquement, elles se prennent une vague hyper importante du mouvement anti-choix. Et pas que, et de l'extrême droite. Moi, j'ai avorté aussi. Moi aussi, plusieurs fois. Ouais, il y a des femmes qui ont avorté dans la salle? Vous pouvez le dire? Ouais, ça fait beaucoup. Voilà, je vous le dis, ça fait plus d'un tiers de la salle. Mais c'est une vraie difficulté, et c'est pour ça que les mouvements anti-choix, ils vont là-dessus, parce qu'en fait, les femmes, elles n'en parlent pas, elles cherchent une information sur Internet, ils sont hyper présents. Encore une fois, il nous faut de l'argent, parce qu'il faut les contrer. Il n'y a pas de politique publique qui fait des choses là-dessus, réellement.
Et donc, bien évidemment que souvent, en fait, elles arrivent, elles savent pas où aller. Des fois, elles vont voir un médecin qui dit non, une sage-femme qui dit oui, mais c'est un parcours de la combattante. Et donc, bien évidemment que là-dessus, il y a un silence assez dingue. Et si vous regardez, il y a peu de personnalités publiques qui prennent la parole sur ce sujet-là, alors qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées, quoi. Tu viens de parler des médecins qui disent non. Ouais. C'est ce qu'on appelle la clause de conscience, c'est Oui. ça ? Ça existe encore, ça ? Ils ont le droit C'est le légalement ? seul acte médical où il y a une clause de conscience. C'est-à-dire, il y a une clause de conscience pour tous les médecins. Un médecin peut refuser de faire un acte. Tu vas D'accord. chez ton médecin, Ouais. il peut te dire non. Il n'est pas obligé de le justifier ? Il n'est pas obligé de le justifier, mais il doit t'orienter vers quelqu'un d'autre. Mais là, Ok. c'est inscrit dans la loi. C'est comme si, en fait, l'avortement, ça va avec la culpabilité et le tabou, en fait. C'est comme si l'avortement était un acte à part. Comme s'il ne faisait pas partie de la santé des femmes. C'est-à-dire qu'on met l'IVG à la Constitution, mais on n'enlève pas cette foutue Non, clause c'est de notre conscience. prochain combat, ça. Mais alors, qu'est-ce que ça a changé alors concrètement l'IVG dans la Constitution ? Est-ce que ça le sanctuarise un peu ou est-ce que c'est juste de la symbolique ? C'est un peu plus que de la symbolique, même si c'est un symbole qui est hyper important. Ce que ça veut dire, c'est qu'en France, on ne pourra plus jamais débattre si on a le droit d'avorter ou non. On pourra réduire la loi. On pourra, par exemple, de passer de 14 à 6 semaines. On pourra dérembourser l'avortement. On pourra interdire aux mineurs, par exemple, d'avorter. On pourra réduire l'accès, puisque aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Les féministes, elles ont fait 50 ans de bataille sur le droit à l'avortement, et merci à elles, parce que l'IVG dans la Constitution, c'est la continuité d'un combat. On a toujours eu des victoires, en fait, sur l'avortement. Ça n'a jamais régressé. Mais par contre, c'est sur l'accès, sur les fermetures des maternités, des CIVG, de baisser les financements aux associations comme le planning. Ça, c'est des attaques, en fait, qui font qu'aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Et par exemple, on sait qu'il y a plus de 20% des femmes qui sont obligées d'aller dans un autre département pour avorter, parce qu'il n'y a pas d'offre sur les territoires pour pouvoir le faire. Il n'y a pas d'obligation en fait de l'État là-dessus. Je pense qu'il y en a une, mais en fait, elle n'est pas appliquée. Mais c'est alors, comme je croyais plein qu'on de était lois. dans un État de droit. Bah oui, mais pas tellement, De en droite. fait. De droite, voilà, j'avais pas lu. Mais par J'avais contre, pas lu jusqu'au bout. Par contre, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été avec l'équipe du planning, on a été le lendemain de l'entrée de l'avortement dans la Constitution, on était à l'ONU, à la CSW, qui est une conférence internationale pour le droit des femmes. Et en fait, on a vu des militantes féministes qui nous ont regardés, à qui ça a donné beaucoup d'espoir. Il faut se rappeler que si on l'a fait, c'est parce qu'aux États-Unis, l'avortement a été attaqué. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu des politiques qui ont dit on va faire quelque chose. Il y a eu un espèce d'élan. La preuve, c'est que Elizabeth Borne, ça a été sa première sortie en tant que première ministre. On n'aurait jamais pensé qu'un premier ministre se déplacerait au planning. Et que, en fait, il y a eu un gros mouvement qui s'est fait, un gros mouvement avec les associations, avec le mouvement féministe, mais parce qu'il y avait des attaques. Mais je peux vous assurer, l'avortement, dès que l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est la première chose qu'elle attaque. C'est le droit des personnes LGBT et c'est l'avortement. On l'a vu en Pologne. En 3 mois, il n'y avait plus de contraception d'urgence et il y avait des vraies difficultés. En France, ça sera la même chose. L'extrême droite, elle arrive. On voit que, comme par hasard, les droits sexuels et reproductifs sont attaqués. C'est toujours le même système, c'est le même schéma. Et c'est pour ça qu'on fait partie du bingo des associations, qu'on a eu le moment de la dissolution, où il y avait des espèces de bingo quand on discutait en disant c'est qui va tomber d'abord, la CIMAT, le planning, la LDH, on sera les premiers, et les médias évidemment. Voilà, donc on fait partie de ceux qui on les énerve un peu, quoi. Légèrement. Tu parlais d'attaque, on peut aussi parler de désinformation. Je me souviens d'une époque, tu vas me dire si c'est toujours le cas, où quand on tapait IVG justement dans le moteur de recherche dans Google, les premiers sites qui sortaient d'informations, de pseudo-informations, c'était des sites de désinformation. Je ne vais pas les citer parce que ça va leur faire de la publicité, mais je me souviens qu'à une époque, c'était ça. Est-ce que ça existe encore ? En fait, il faut savoir qu'il a fallu attendre 40 ans pour créer un site internet pour donner une information sur l'avortement. Avant, ça n'existait pas. C'était pour les 40 ans de la loi Veil. Donc aujourd'hui, il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet. Ça dépend des jours, ça dépend de la phrase et des mots que vous mettez. C'est quand même fou, ça. Mais ouais. vous pouvez tomber. Maintenant, ils vont sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'en fait, ils sont très très forts. Ils ont beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir, les moyens que nous avons. Si on avait autant d'argent qu'eux, je peux vous assurer qu'on ferait vraiment encore plus la révolution. Mais je peux vous assurer qu'on est vraiment attaqué par ça. Et le temps politique international et national et européen fait que, de toute façon, il y a de la place pour ça aujourd'hui. Ça veut dire que dire qu'on est contre l'avortement, dire qu'on est contre les droits sexuels et reproductifs, qu'on est pour le réarmement démographique, tout ça, c'est un peu lié. Et en fait, ça permet ces espaces-là et que, bien évidemment, eux, ils savent très bien qu'il y a ça, en face. Donc, on peut dire, méfiez-vous si vous tapez sur un moteur de recherche. Appelez le planning. Voilà. Et envoyez
De la moula. Et j'en profite pour faire une information sérieuse là-dessus. Ah oui. Il y a un numéro vert qui s'appelle le 0800 08 11 11. Vous pouvez appeler ce numéro, quel que soit votre âge. Il y a même un chat si jamais vous avez des questions, parce que c'est le moyen, en effet, de lutter contre ça, et on peut appeler quand on veut, quoi. Merci beaucoup, Sarah, qu'on peut applaudir encore une fois pour tous ces combats. Ça n'en finit pas, mais bon, on est là, on occupe le terrain, on en parle. Et on parle justement depuis tout à l'heure de ton engagement, de tes combats qui restent à mener et à gagner, mais on n'a pas encore parlé de toi. On va le faire avec le questionnaire de Juliette en fin d'émission. Mais je vois Aymeric qui s'impatiente. Bon là, c'est pas flag, mais je sens quand même intérieurement, il trépigne, il convulse. J'ai hâte de la faire, ça. Oui. Il a travaillé, il a enquêté sur toi, oui. Sarah. Voici ce que vous ne savez pas sur l'invité et que même l'invité ne sait pas sur elle-même. Le jingle. Aymeric, la semaine prochaine ce sera mieux. Peut-être. Et le bisou traditionnel. Aujourd'hui, sachez qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire ce que vous ne savez pas sur l'invité. C'est pas contre vous, madame l'invité, mais j'ai promis au public de faire ce que vous ne savez pas sur le public. Et c'est un public très exigeant. Et aussi, j'ai appris des choses sur vous que vous n'aimez pas que je révèle. Mais non. Ah bon? Comment on peut faire ça à des bébés lions de mer? Donc, ce que vous ne savez pas sur le public. Alors, sachez que vous êtes nombreuses et nombreuses. J'ai donc procédé à ce qu'on appelle une moyenne. Wow. Alors, bien sûr, je différencie le public des auditeurs. Là, je vais faire le public dans la salle et on fera la classe moyenne dans un autre temps. Donc, ce que vous ne savez pas sur le public du Théâtre de l'Européen, générique. Aymeric, je me souviens, une fois, c'était bien. Ah non, pardon, je confonds avec VDB. Alors, le public, sachez que le public a un âge de 34 ans. Que son revenu mensuel... Je découvre la chronique. Hein. Alors, que son revenu mensuel est de 64 000 €. Il mesure 1m68. Ses yeux sont jaunes foncés qui tirent vers le vert, mais le bleu ciel aussi. Mais après, c'est hyper compliqué de faire une moyenne de couleurs. C'est comme additionner des carottes et des patates, ça fait quoi? Des patotes? Bravo. Si, parce qu'il y a du travail quand même. C'est la fin d'année, Et je peux pas faire que les choses bien. Bon, ses hobbies sont la lecture, les musées, les films iraniens et le thé vert, parce que le thé noir, ça excite. Ses rêves sont que la société soit plus égalitaire, juste, et aussi, je cite, plus d'emplacements de parking pour les vélos cargo. Sa capacité à se distraire et s'instruire de manière autonome est proche de 0. Sinon, il serait pas là un dimanche à 18h. Son tempérament est assez calme, mais cette moyenne est aussi biaisée avec le premier rang, dont le taux de réactivité est proche de 0. Le premier rang! Vestimentairement parlant, le public est en moyenne habillé avec des vêtements de seconde main. Pas par économie, mais par stylant. Pour finir, je dirais que le public est bienveillant, bien habillé et très chaleureux. Bravo! Bravo, Aymeric! C'est fini? Ouais. C'est excellent, excellent. Mais quel commencé? Mais quel travail! Mais c'est bien, c'est net, c'est précis. Travail, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai envie de dire. T'en es pas plus. Le mieux est l'ennemi du bien. Où va-t-il chercher toute cette énergie? La drogue. La drogue, probablement. Dans la musique aussi, peut-être, hein, dans son club twerk et MDMA. D'ailleurs, mise en pratique. Qu'est-ce qu'on va écouter, Juliette, pour faire twerker Aymeric? Peut-être ça peut marcher. On va écouter l'artiste belge Camille Yembe qui nous parle d'une vie sans rien à fêter. Ok, mais quand même, ça donne envie de danser. Et fortiche la môme. Hein. Vous êtes toujours sur Radio Nova. La dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, Sarah Durocher, la présidente du planning familial. Et il vient de nous rejoindre. Celui qui vient de temps à autre nous parler de médical, nous faire une piqûre de rappel qui angoisse tant les antivax. C'est notre journaliste scientifique Florian Gouttière qui est avec nous. Merci Guillaume. Je vous en prie. Ma chronique s'adresse ce soir à celles et ceux qui n'associent pas spontanément l'idée de travail à épanouissement, et plutôt à cas de conscience. Quand un matin pour rien de trop, on se regarde dans le miroir et qu'on se dit que bosser dans une filière fondée sur un contresens écologique ou un non-sens social, c'était pas complètement notre rêve de gosse.
Mais dans la société telle qu'elle est construite, trouver ne serait-ce que le temps d'envisager la possibilité d'une alternative à l'emploi qui nous mine, c'est un luxe. Il en faut des ressources, du temps, des soutiens et pas trop de dettes pour se permettre de faire sa crise de sens. Mais bon, et heureusement pour eux, certains finissent par réunir les conditions qui leur permettent de franchir le pas, d'abandonner leur bullshit job pour quelque chose qui a un impact autre que négatif sur le monde, ou pas. Et car il y a un piège, car le capitalisme est taquin. Notamment si, du fait de vos valeurs d'attention portées à autrui, vous songiez à vous tourner vers les métiers du soin. L'offre pléthorique dans le domaine contient un joli petit tas de choses qui, oui, valent la reconversion professionnelle, mais aussi une grosse montagne de trucs pas ouf. Alors pourquoi pas ouf ? Parce qu'ils sont évalués selon un critère pas ouf. À savoir, la personne qui passe entre mes mains va mieux après qu'avant, tu veux quoi de plus ? Alors... qu'est-ce que je veux de plus ? Déjà, en fait, que la maladie dont on parle ne soit pas de celle qui passe toute seule. Et parce il y a aussi le fait que le simple fait qu'une personne nous prête de l'attention en faisant mine de s'y connaître diminue notre niveau de stress, ce qui nous fait provisoirement nous sentir mieux. Voilà, moi je veux bien que, par exemple, une pierre de jade ou de cornaline placée sur le ventre soulage la cystite. Mais je sais pas, vois si ça fait pas pareil avec un galet de plage que t'aurais pas en verre avant de te reconvertir lithothérapeute. Ça peut faire sens. Ce n'est pas parce qu'une pratique est enseignée, qu'elle a pignon sur rue et qu'elle n'est pas interdite que le genre de test dont je viens de parler a été mis en œuvre par ceux qui en font commerce. Peut-être parce qu'ils en font commerce. Et puis, il n'y a pas trop de temps pour ces questions, avec toute cette demande à laquelle il faut répondre à cause des déserts médicaux, des coups de canif ou de tronçonneuses dans les services publics. Il faut bien suppléer au manquement du système. Et puis merde, c'est quand même cool d'acquérir un statut social de soignant avec 6 week-ends de stage à 6 000 balles, plutôt qu'avec 3 à 10 ans d'études dans des filières conventionnelles. Malheureusement, pas sûr qu'on résolve une crise de sens en quittant un bullshit job pour un job bullshit dont on découvrirait le moisi sous le vernis un peu trop tardivement. Alors bien sûr, vous ne ferez pas que du mal avec la partie de votre métier qui consistera à vous faire le relais de conseils de bon sens. Mangez plus sain, buvez moins d'alcool, ne sucez pas une barre d'uranium. Malheureusement, dans votre job plein de sens, il y aura aussi donner l'illusion d'avoir pris en charge ce simple mal de dos en retardant la prise en charge d'une infection rénale. Conseiller cette plante en passant à côté de ses interactions avec des traitements pris par ailleurs. Et le colportage de fausses représentations du fonctionnement du corps humain, prélude à de futures décision médicale mal éclairée. Du sens. Depuis 15 ans que je travaille sur ces sujets, j'en ai rencontré des gens qui auraient aimé qu'on leur pose ces questions avant. Parce que quand on se les pose après, à partir d'un certain niveau d'engagement, d'investissement personnel, social et financier, c'est plus difficile de se permettre une deuxième crise de sens. Mais on rappelle que le vrai problème, c'est pas tant qu'on occupe un emploi néfaste pour le collectif que les conditions qui nous obligent à l'occuper. Alors, durant les 10 prochains mois qui nous amènent à la présidentielle, si vous entendez un quelconque trou de balle avec ou sans cravate, vous parlez de valeur travail, demandez-lui « Mais qu'est-ce qu'on fait de la valeur d'un travail dont l'effet sur la société est négatif ?» Et si on vous agite sous les yeux la carotte du plein emploi, posez juste la question aussi que si c'est pour faire du remplissage à l'appel avec des jobs qui nuisent aux écosystèmes ou à vos semblables, c'est un petit peu un objectif politique de merde. Voilà, je ne sais pas si la solution est dans un revenu universel ou dans la taxation des dits jobs nuisibles au profit d'un fonds de reconversion vers des métiers vraiment utiles à la société. En tout cas, pas sûr qu'on retrouve ça dans le programme de Raphaël Glucksmann. Florian Gouttière, merci Florian. On retrouve en librairie également, on peut lire du Florian Gouttière sur toutes ces pseudo-médecines. On est toujours avec notre invitée Sarah Durocher, la présidente du planning familial. Et pour rebondir sur la chronique de Florian, est-ce que c'est quelque chose que tu constates, toi, au planning, des gens qui arrivent avec une désinformation médicale ? Alors, peu ou de la désinformation, mais c'est plutôt des messages qu'ils ont vus sur Internet ou sur les réseaux, qu'on leur a dit quelque chose qui continue à se communiquer, mais pas des choses foufou. Enfin, nous, on n'a pas trop ça. Par contre, on a souvent des gens qui ne savent pas, quoi. Voilà. J'imagine que quand on va au planning familial, on sait qu'il y a certaines méthodes un peu brinzingues qui sont censées empêcher de tomber enceinte. Alors, il y a ça. Il y a quand même un billet de sélection déjà. Si oui, il y a ça. Et après, si, peut-être sur la question de l'avortement, je sais que, par exemple, c'est souvent ce qu'on dit, ça veut dire que quand l'avortement est interdit, dans des pays, les femmes, elles n'arrêtent pas d'avorter. Le seul truc, c'est qu'elles meurent. C'est très clair. Oui. Et donc, bien évidemment, on sait qu'il y a des femmes qui sont vraiment en difficulté pour avoir des informations, qui vont taper sur Internet comment avorter. Et ça va être de mettre de l'eau de Javel ou ce genre de choses. C'est des choses qui existent encore. Donc, bien évidemment que c'est juste pour dire que, bah oui, si on donne une information, ça évite ce genre de situation. Mais en tout cas, nous, on n'a pas tellement ça.
Et au niveau des vraies informations, là, concernant l'avortement, il y a eu une évolution à peu près ces 15 ou 20 dernières années. On avorte maintenant en prenant une double pilule. Ouais. Et c'est une méthode. Ouais. Il se trouve que ça veut dire qu'on le fait chez soi. On peut le faire chez soi. En fait, on peut le faire à l'hôpital. Aussi. Mais ça ferme. Ça veut dire qu'il y a des vraies difficultés là-dessus. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avertissez aussi de ce que ça fait de se retrouver chez soi à pisser le sang? En fait, on va donner ces informations-là. Il faut savoir que nous, ce qu'on a envie, c'est que quand les personnes prennent, par exemple, les pilules, elles savent ce qui va se passer. Ça veut dire de leur expliquer déjà comment ça fonctionne dans le corps. Il faut se dire qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas comment leur corps fonctionne. La question des règles, par exemple, ce n'est pas quelque chose que tout le monde sait. Et même des femmes à 30 ans, 35 ans, on leur a jamais expliqué qu'est-ce qu'il allait faire. Donc on peut dire tout et n'importe quoi à ce moment-là. Mais par exemple, nous, on va vraiment expliquer ce que fait le premier médicament, ce que fait le deuxième médicament. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand les personnes elles ont l'information, elles peuvent anticiper bien plus ce qui va pouvoir se passer. Et c'est pas ce qui est fait dans beaucoup d'hôpitaux. Il y a des professionnels de santé qui font des avortements et qui sont vraiment dans un super accueil. C'est pas tous les médecins. Je vais être très claire par rapport à ça. Mais on voit en effet que souvent il y a très peu d'informations. Et après, c'est des solutions, des propositions. Et l'objectif que nous on a, en tout cas au planning, on se bat pour ça, c'est que toutes les personnes, les femmes qui sont sur les territoires puissent avoir accès à toutes les méthodes. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont obligées d'avorter à 12 semaines par voie médicamenteuse. Bah oui, c'est plus douloureux, ça peut être plus impressionnant. Et parce qu'il n'y a pas d'aspiration. Il n'y a pas de centre IVG qui pratique l'aspiration ou pas de médecins qui font l'aspiration. C'est la deuxième méthode. Donc bien évidemment que c'est en ça où il y a des failles, où les politiques publiques ne sont pas faites, que la loi n'est pas respectée, ça ne va pas en s'arrangeant. Et que, en fait, nous, ce qu'on a envie, c'est que quand une personne arrive, elle ait le choix de la méthode qu'elle a envie de faire pour avorter. Mais quelle est la tendance sur la méconnaissance? Parce que tu disais qu'il y avait encore beaucoup de méconnaissance. Pourtant, avec Internet, les réseaux sociaux, on pourrait instinctivement se dire, si on a besoin d'une info, on va la chercher. Et que c'est plus facile qu'avant, de notre temps. Oui, je pense ça que n'existait pas. Mais c'est vrai. Et puis on le disait, il y a aussi sur les réseaux sociaux, il y a des super pages qui donnent de l'information. Je le disais, il y a plein de féministes aussi qui ont pris la parole sur nos sujets pour expliquer, pour aussi apporter des réponses. Il n'y a pas que des méchants et des méchantes. Oui. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a de l'information. Nous, moi, je peux te parler que des personnes qu'on voit au planning. Oui, donc il y a un biais, comme disait Florian. Bien sûr, c'est les gens qui poussent la porte du planning. C'est ça. Par exemple, nous, on sait qu'il y a presque 3000 femmes qui vont tous les ans avorter à l'étranger, puisque en fait, elles dépassent le délai des 14 semaines. Il y a des femmes qu'on voit, parce que historiquement, on a accompagné ces femmes quand c'était pas légal aussi en France de pouvoir aller à l'étranger. Et nous, on a toujours donné cette information. Et on sait que, par exemple, aujourd'hui, les femmes vont directement chercher sur Internet, sur les réseaux. Elles cherchent une information, mais il faut chercher. Et en fait, c'est la question du tri. Ça veut dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et ça, c'est quelque chose que parfois, ça peut mettre en difficulté. Et il y a des personnes qui viennent nous voir en nous posant ces questions. Qui va dire, par exemple, j'ai vu ça, j'ai vu cette information-là. Oui, où est-ce que vous êtes allé la chercher? Il y a une demande de vérité, en fait, de savoir si c'est vrai ce qui est dit sur Internet. Et le chiffre des avortements, est-ce que c'est un chiffre qui évolue avec le temps? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce qu'il y en a moins qu'avant? Alors ça, c'est dingue, parce que le 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement, et tous les ans, il y a des chiffres officiels. Je crois que c'est un des seuls actes où il y a des chiffres officiels comme ça qui sortent. Et donc, on va nous alerter là-dessus en disant il y a plus d'avortements, il y a moins d'avortements. Enfin, en fait, il y a toujours une espèce de panique autour de ça. Et c'est toujours le même chiffre depuis... Ça stagne, ça stagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le fait que ça stagne? Est-ce que ça veut dire que... Ça veut dire qu'on est encore dans un pays où on peut avorter. Ça, c'est quand même une donnée qui est quand même très importante. Ça veut dire que la sexualité, c'est pas si simple que ça. Et que, en fait, l'avortement, ça peut arriver. En fait, nous, c'est vraiment ce discours de déculpabilisation. Vraiment, quand j'accueillais les personnes sur l'avortement, la première chose qu'elles faisaient, c'était s'asseoir et me dire pourquoi elles avortaient. Moi, j'en ai rien à faire de pourquoi elles avortent. Il y a un besoin de justification. Il y a un besoin de justification en permanence parce que certains professionnels l'imposent aussi, ils le posent. Mais en tout cas, nous, évidemment, moi, je ne dis pas que... Moi, j'ai vécu plusieurs avortements. Il y a des avortements qui ont été plus douloureux que d'autres et d'autres plus simples parce que un avortement qu'on vit à une période, ça ne sera pas la même chose. C'est comme une grossesse à terme, en fait. Et donc, bien évidemment, qu'il y a encore ce discours quand même très, très culpabilisant.
est très isolant. La plupart des personnes disent qu'elles sont seules, en fait, par rapport à l'avortement, et qu'elles n'en parlent pas avec d'autres, quoi. Mais ça, c'est assez incroyable que ça évolue pas, au moins dans le discours, parce que j'imagine qu'il y a des médecins qui sont plus jeunes maintenant, qui ont grandi dans les années où on parlait plus de contraception, par exemple, ou... Enfin, on pourrait se dire les choses évoluent positivement, mais à t'entendre, on a l'impression que pas tant que ça. Non, ou que c'est très long, quoi. Parce qu'on a beaucoup d'opposants là-dessus. Ouais. En fait, c'est comme on disait, c'est le premier sujet sur lequel on nous attaque. L'avortement, c'est dingue. C'est fou, ouais. Au niveau même international, c'est toujours la même chose qui est attaquée. C'est lié à la religion? Parce que là, on tourne un peu autour du pot, c'est lié dans des sociétés patriarcales où les femmes disent non, j'ai pas envie de cette grossesse. Et je peux vous assurer que quand on entend parler, nous, féministes, de réarmement démographique, enfin, tous et toutes, on l'entend, bah, c'est pas rassurant pour ce qui va arriver. Voilà, donc une des choses, c'est avoir la liberté et de ne pas pouvoir en parler, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent. On avait essayé avec le magazine Cosette à l'époque, pour l'allongement des 2 semaines, on avait essayé de lancer un moi aussi j'ai avorté avec des personnalités. On avait galéré. Ouais, ça reste un vraiment. Tabou, ouais. Et en fait, ce qui était drôle aussi, c'est qu'il y a des personnes qui avaient avorté depuis des années et quand elles en reparlaient, des fois c'était la première fois qu'elles en parlaient. Et c'était douloureux, quoi. Ouais. Parce que, en fait, c'était la première fois, ça revenait, parce qu'elles n'avaient jamais eu l'opportunité aussi de pouvoir parler de ce discours, de ce qui s'était passé à l'époque. Eh bien, on va continuer à en parler. Merci Sarah Durocher et merci Florian Gouttière d'être venu. Merci pour ces vérités qu'on va compenser avec une petite dose de baliverne qu'on appelle la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Sarah Durocher du planning familial. Il est 19h18 et c'est le moment de retrouver celui qui a 2 enfants, des tournages, des chroniques, des spectacles, donc qui a quelquefois du mal avec son planning familial. Mais il est avec nous, c'est Pierre-Emmanuel Barré. Oui, je reconnais. Mais oui, mais je sais, vous êtes tout excités. Vous êtes tout excités. Vous êtes tout excités, plus que 6 dodos avant la grande finale de l'Eurovision. Et je me demande si c'est pas l'événement dans tout l'univers dont j'ai pas le plus rien à foutre. Je dirais en 1 l'Eurovision, en 2 la candidature de François Ruffin, en 3 le cancer de Gabriel Attal. Ah, je dis pas qu'il a un cancer. Ah, j'en sais rien, je sais absolument pas. Je dis juste que si on m'apprenait qu'il avait un cancer, je dirais pancréas? Non, dommage. Je m'en bats tellement les couilles de l'Eurovision que 2 semaines avant l'émission, elles commencent à avoir peur, elles essayent de remonter dans mon ventre. Elles sont là, dépêche-toi, c'est bientôt l'Eurovision. J'arrive pas à monter, je suis trop grosse. Ouais, mes couilles, c'est les Chevaliers du Fiel, vous allez faire quoi? Si je devais choisir entre regarder l'Eurovision et regarder le spectacle de Sophia Aram, je me suiciderais. Le génocide. Putain, mais Sophia, je te souhaite tellement de devenir daltonienne et de traverser au feu rouge, là, bam! Oh non, merde! Comment va la bagnole? Ça va, elle roule encore. Super, alors repasse une fois en marche arrière. Ah, c'est violent, ça va. Elle met des guillemets à un vrai génocide, je peux lui mettre une kangou imaginaire dans la gueule. Et je sais que c'est pas bien. Je parle pas de la blague sur Sophia Aram, elle est super. Non, je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas à m'empêcher d'avoir un peu de mépris pour les gens qui regardent l'Eurovision. Je pense que si tu votes à l'Eurovision, tu devrais pas avoir le droit de voter aux élections. Tu choisis. Même si ton fils, il est en finale. Mais maman, pourquoi t'as pas voté pour moi? Alors déjà parce que tu me fais honte, et puis parce que je préfère Mélenchon. Mais maman, tu trouves pas qu'il brutalise la vie politique et qu'il adopte une position ambiguë vis-à-vis de certains régimes autoritaires? Écoute-moi bien, petite merde. Si tu continues à regarder les meetings de la primaire de gauche, je vais chercher la kangou. Alors, vous allez me dire, pourquoi il en parle autant de l'Eurovision s'il s'en fout? Alors déjà, niquez-vous, c'est ma chronique. Je parle de ce que je veux, même si c'est le seul événement qui m'intéresse moins que la candidature de Marine Tondelier. Oui, je sais, j'ai dit François Ruffin au début, mais c'est pareil. Un Tondelier, Ruffin, au teint casté, fort, un god en mousse, la filière graphisme en 2026, ça n'intéresse personne. Ils sont nuls, ils seraient même pas foutus de gagner une élection de sosie d'eux-mêmes, quoi. Même Jospin, il a plus d'avenir politique. Je parle de l'Eurovision parce que l'Espagne, la Slovénie, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Islande, ils participent pas à cause de la présence d'Israël, mais la France, elle y va. Un pépère. Même pas un petit cas de conscience, rien, ça tue des civils, des femmes, des enfants, ça affame, ça torture, ça viole des prisonniers avec des chiens. Et nous, on est là, allez, on va voir si vous êtes capable de chanter aussi. Alors après, la France profite du génocide à Gaza en vendant à Israël du matériel militaire et en leur achetant des outils de surveillance de masse testés en Palestine.
Donc c'est vrai que ce serait légèrement hypocrite de faire « Ah non, les chansons par contre, non, je boycotte. Hein. J'ai pas de morale, mais j'ai l'oreille absolue. » 100 000 morts en 2 ans et demi. 100 000 morts en 2 ans et demi. La musique adoucit-elle les mœurs ? J'ai envie de dire bof. Hein. Ça va être super l'ambiance en coulisses à l'Eurovision. Le chanteur israélien, il va aller voir les autres candidats. C'est ta loge ? Oui, maintenant c'est ma loge. Et puis d'où Israël, ils ont le droit d'être à l'Eurovision et pas la Russie. Le sang d'Ukrainien s'attache plus que le sang de Palestinien. Ou alors peut-être c'est Poutine, il n'a pas été assez méticuleux. Peut-être s'il rase entièrement Kiev et qu'il assassine 250 journalistes, l'année prochaine, lui aussi, il aura le droit d'envoyer des connards en paillettes se ridiculiser devant 166 millions de téléspectateurs. Alors, évidemment, je ne vais pas regarder parce que j'en ai rien à foutre. Mais si ça vous intéresse, je peux vous dire exactement comment ça va se passer. Il y aura des gros moments de malaise, des perdants qui vont hurler à la fraude et un gagnant nul à chier qui va faire 6 mois de carrière avant de sombrer dans l'oubli. Ça, c'est pour la primaire de gauche. Et pour l'Eurovision, c'est pareil. Merci de m'avoir écouté. Cher Emmanuel Barré, en tournée dans toute la France et toujours en librairie avec les chroniques de Saint-Roustan. Il est 19h22, presque 23 sur Radio Nova. C'est l'heure de notre séquence L'invité de l'invité. Vous connaissez le concept par cœur. C'est notre invité qui décide. Et figurez-vous que l'invité de Sarah Durocher est déjà venu. Décidément, tu as beaucoup d'amis. Bienvenue à nouveau, Yuli Yamamoto. Bonsoir tout le monde, merci. Salut Yuli. Non, je te présente pas, tu connais l'équipe. Oui, voilà, je suis déjà venue. Je suis comme à la maison, bientôt la chronique, c'est génial. Bah, au bout de 5 participations, normalement, tu décroches une chronique. Bah, je le note, j'ai déjà donc 2 tickets. Tu étais venu. Tu vas partir du coup. Faut qu'on se voit dans la semaine, Emery. T'étais l'invité. Je suis retourné à France Inter. Pas sûr. T'étais l'invité de Raphaël Prado. Oui, si exactement. je ne m'abuse, qui est un des porte-parole d'Attaque. Et toi aussi, tu es une des porte-paroles d'Attaque. Tout à fait. On va faire un petit point. Si tu peux nous rappeler, qu'est-ce que c'est Attaque pour les gens qui ne connaîtraient pas encore? Alors, Attaque, c'est une association altermondialiste qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique contre le pouvoir de la finance et des multinationales. Ok, ça, c'est les bases. Ouais. Ok, a priori, le public adhère. Et qui mène des actions désobéissantes aussi. Hein. De désobéissance civile, comme on dit? Exactement. Genre balancer de la peinture sur les murs ou des trucs extrêmement violents comme ça? Occuper des Apple Store, mettre de la peinture à la Samaritaine de Bernard Arnault. Ça, c'est pas bien, ça le rend très triste. Planter des arbres sur des tarmacs. Non, on n'encourage pas ça. C'est pas dans l'esprit de l'émission. C'est pas l'esprit. Et alors, si Sarah a pensé à toi, tu me dis si je me trompe, Sarah, mais c'est pour parler de l'extrême droite. Oui. Parce qu'il se trouve que vous êtes vraiment copine dans la vie et que vous avez, je sais de sources sûres, des discussions là-dessus, et notamment pour lutter contre l'extrême droite. Je voulais juste faire un petit point avec toi sur, on a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut être de droite et féministe? La conclusion était bof, bof. On va passer un curseur au-dessus. Est-ce qu'on peut être d'extrême droite et féministe? Quid des némésis? Ah bah non, l'extrême droite et le féminisme, bon, c'est de l'humour, donc non, c'est évidemment incompatible. Non, en vrai, c'est une vraie question parce qu'il y a des gens qui se la posent. Pour nous, forcément, ça a l'air d'être une très mauvaise blague, mais malheureusement, c'est un sujet super sérieux, effectivement. Quand on arrive à ce que plusieurs années, eh bien, des groupes identitaires qui vraiment instrumentalisent les luttes féministes, mais sous leur prisme raciste, il n'y aurait que des violeurs étrangers, il n'y aurait que des agresseurs étrangers ou supposés étrangers. Donc, justement, Némésis, c'est un groupe identitaire qui a noyauté les mobilisations féministes ces dernières années pour instrumentaliser les luttes féministes. Et justement, récemment, on a obtenu une grande victoire quand même, après des années de salve où elles ont essayé en fait de investir nos luttes. Eh bien, on a réussi à les empêcher de manifester au 8 mars, qui est devenu maintenant une très grande mobilisation. Donc c'est une bataille à la fois hautement symbolique, d'avoir vraiment pu reprendre la main sur l'agenda de ce que sont véritablement les luttes féministes, et c'est sûrement pas l'agenda d'extrême droite, mais aussi stratégique parce que ça a aussi permis d'afficher la nécessaire articulation entre les luttes, enfin la cause antifasciste et la cause féministe. On sait ce qu'elle pèse, entre guillemets, parce qu'on en parle beaucoup, d'ailleurs la preuve, j'ai une question dessus.
Mais si ça se trouve, elles sont 12 adhérentes et on ferait mieux de passer à autre chose. C'est ça, c'est vraiment un petit groupe, quelques personnes mais qui ont été bien formées, notamment par la sphère de Sterrin, le milliardaire d'extrême droite. Ouais. Et donc c'est un tout petit groupe, elles représentent que quelques personnes, mais malheureusement elles ont tout un réseau médiatique et financier qui les forme. Elles ont été formées à un institut politique spécifiquement pour angler les luttes féministes, donner l'illusion, l'imposture qu'elles se soucient vraiment des femmes, alors qu'en réalité c'est ni plus ni moins tenir un discours raciste et elles se fichent éperdument des luttes féministes. Donc c'est tellement gros que ça passe en fait, et elles n'ont pas hésité à venir régulièrement jusqu'à ce qu'enfin on puisse clarifier ce 8 mars et obtenir cette victoire extrêmement importante. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'elles se victimisent en disant regardez, on est censuré parce qu'on dit les vraies choses et ce genre de stratégie? Elles le font déjà de toute façon, mais là, ce qui est intéressant, c'est que elles ont été évacuées plus loin et elles étaient 150 à leur manifestation. C'était assez rigolo. Pendant que ce 8 mars 2026, il faut le dire, c'est historique, plus de 200 000 personnes. Donc, par exemple, le 8 mars 2020 était déjà historique avec 60 000 personnes. Donc, il faut imaginer 6 ans plus tard ce que ça donne. Le 8 mars, avant, c'était un petit peu réservé, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une grande mobilisation très forte, à tel point qu'on se pose des questions justement sur le lien entre 8 mars, 1er mai, et que le 8 mars soit une grande journée aussi pour le pays. Et non, malheureusement, ça ne les empêche pas de continuer, mais là, elles ont pris un coup très sérieux, et nous, ça nous a donné vraiment de l'espoir que UNI, le mouvement social féministe, a des revendications qui sont très plurielles, qui peuvent être des fois ne pas être d'accord, il y a des fois des sujets qui fâchent, mais là, elles ont su se montrer totalement unies et gagner, faire reculer l'extrême droite. Et l'angle féministe est vraiment, c'est ce qu'on montrait avec les Rosy dans le cadre de réforme des retraites, mais l'angle féministe est vraiment une capacité extrêmement forte à battre durablement l'extrême droite. Et alors, justement, parlons de l'extrême droite. Qu'est-ce que les femmes auraient à perdre avec l'extrême, et ont déjà à perdre d'ailleurs avec les gouvernements d'extrême droite qui fleurissent un peu partout dans le monde? Déjà, partout dans le monde, on peut constater que partout où l'extrême droite est, les droits des femmes s'effondrent, reculent à des niveaux complètement spectaculaires. Récemment encore, aux États-Unis, on est presque à remettre en question le droit de vote. Donc, des choses qu'on pensait... Des choses qu'on peut penser que ce sont des acquis les plus élémentaires, non, malheureusement. Parce qu'en France, on dit ça aujourd'hui, on dit c'est du catastrophisme, ça peut pas arriver. On a l'impression qu'il y a un effet un peu de ça reculera pas, quoi. Non, mais justement, c'est il suffit juste de regarder ce qui se passe partout. Donc, au niveau des États-Unis, mais même en Hongrie, c'est une catastrophe. C'est un effondrement total. Mais même en France, les reculs sont extrêmement importants. Et surtout, les offenses, ils sont en train de préparer le terrain avec des offensives vraiment très inquiétantes. Quand des députés à l'Assemblée nationale, des députés RN peuvent dire que sur un projet contre les violences conjugales, de dire que, on n'a pas arbitré les conflits de voisinage, ou quand le RN est capable de dire aussi à l'Assemblée nationale, par exemple, c'était dans le cadre de la loi plein emploi, et j'essaie de me rappeler ce qu'ils avaient dit. C'est vrai qu'ils en disent tellement. Ils en disent tellement. Ah oui, c'est ça, c'est que sur le plein emploi, qu'il fallait aider les femmes à rester à la maison parce qu'il fallait qu'elles s'occupent de leurs enfants. En disant nous au Rassemblement national. Donc ça, c'était en 2020, 2024, c'est des sorties extrêmement régulières. On a l'impression qu'ils avancent un peu plus masqués aujourd'hui, notamment sur l'avortement, parce qu'il y a quelques années, Marine Le Pen, c'était le fameux avortement de confort et ce genre de choses. Peut-être qu'elle dirait plus ça aujourd'hui. Non, d'une manière générale, quand on regarde tous les votes de l'extrême droite et du Rassemblement national, que ce soit en France comme au niveau de l'Union européenne, ils sont massivement contre l'accès à l'IVG, etc. Reste que des fois, ils jouent sur des abstentions, des absences, mais ce n'est pas vrai. L'ensemble, en fait, si on analyse l'ensemble des votes, des positions et des discours, ils sont contre l'accès à l'IVG. Et toi, est-ce que ça t'arrive, dans ta vie de tous les jours, de discuter avec des gens d'extrême droite et des femmes d'extrême droite ? Ça m'arrive, en tout cas, moi je suis issue d'un milieu populaire et donc ça m'arrive d'être confrontée à des propos pas forcément qui peuvent être caractérisés d'extrême droite, mais un peu confus, qui reprennent ce qu'on entend un peu à la télé, notamment qu'on serait une France désassistée, que c'est la faute aux migrants, etc. Donc ça m'arrive d'y être confrontée, et justement, l'angle féministe comme la justice fiscale sont deux angles extrêmement intéressants pour détricoter, démasquer l'imposture du RN, en fait. Et justement, je me sers de ça en demandant, mais est-ce que tu es pour la hausse du SMIC ? Et ils vont me dire, oui, complètement, je suis au SMIC. Et je dis, le RN a voté contre. Est-ce que tu es pour la lutte contre les violences conjugales ? On va me dire, oui, c'est très important. Le RN a voté contre. Est-ce que tu es pour l'indexation des salaires sur l'inflation ?
Et on va me dire, ah bah oui, le RN a voté contre. Tu arrives à garder ton calme et à argumenter. Oui, franchement, je garde mon calme parce qu'encore une fois, ça dépend. Mais moi, je suis issue d'un milieu où on peut mélanger tout, mais en même temps avoir des débats francs et des choses très simples sur la vie. Et quand on parle concrètement aux gens, leur vie, ce qu'ils veulent, par rapport au logement, par rapport à la santé, par rapport à tout ça, on se rend très vite compte qu'il y a complètement un décrochage entre ce que porte le RN, ce que fait le RN et quelle réponse on est capable de leur apporter. Et moi, je ne me formalise pas parce que c'est ma construction sociale. Je ne me formalise pas de propos qui peuvent être confus, heurtants ou choquants. Par contre, je cherche toujours le petit argument où, en fait, derrière l'opinion, derrière un avis qu'on peut avoir, il y a des réalités très concrètes. Et pour le coup, tous les votes et les analyses permettent vraiment de combattre le RN. Pas facilement, mais vraiment au moins de déconstruire. Avec un peu de patience, ouais. Juliette. Mais peut-être aussi parce que tu as affaire à des gens qui ont le mérite dans ce qu'ils disent d'être authentiques, de croire authentiquement à ce qu'ils disent, parce qu'on peut aussi parfois être face à des gens qui se préparent à voter extrême droite et qui sont d'une mauvaise foi crasse. Oui, mais avec eux, on peut lever la voix ou non? Ah si, il faut être très clair. On peut dire dis comme ça un peu. Ouais. Si, il faut être très clair. Du tout. Non, mais je pense j'étais au maximum. En plus. Il faut s'adapter en fonction du niveau. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que moi, je suis une éternelle optimiste et je pense que c'est en avançant qu'on avance. Et plutôt que juger, je me dis non, il faut combattre. Et combattre, ça veut dire accueillir ce qui est difficile à accueillir. Mais justement, on fait l'avocat ou l'avocate du diable, avoir de la ressource et essayer de convaincre. Et donc, moi, je ne vais pas juger ce que j'entends. Je vais chercher la vulnérabilité qui va me permettre de derrière balancer mes arguments. Ce qui fait que, il y a des discours très concrets de l'extrême droite à combattre et sur ça, le mouvement social est plein de ressources pour vraiment faire des cartographies, les brebis galeuses, tous les propos, tout recenser. Tout ça, on est en capacité et ça, c'est un boulot qu'on doit faire, vraiment. Et c'est ce qu'on va devoir faire d'ailleurs pour la rentrée. Il va falloir mener une campagne extrêmement forte et que tout le monde se bat et s'engage contre l'extrême droite. Oui, parce qu'il y a une petite échéance là qui arrive. Il y a une petite échéance, voilà. Et là, le péril, il est extrême, il est imminent, il est vital. On parle vraiment d'une question de vie ou de mort. On est dans une situation inédite, donc tout le monde va devoir s'y mettre. Voilà. Et donc, il y aura à la fois un discours interne à avoir, donner des outils au peuple militant et en même temps, par contre, en externe, chercher tous les éléments de langage possibles pour déconstruire l'imposture RN. Et donc, soutenir Attaque. On peut aller sur le site, on peut... envoyer des sous aussi, devenir bénévole, devenir militant, faire des actions de terrain. Oui, on est 100% dons et adhésion. Nous, on n'a pas les milliards de Bernard Arnault et on n'a pas de subvention publique. On n'est pas payé par le contribuable, contrairement à ce qu'ils disent. Et effectivement, notamment tout ce qui touche à la justice fiscale, on montre l'imposture RN à quel point, par leur vote et par leurs propositions, ils sont le parti des riches et des patrons. Ils sont contre la redistribution, ils sont contre l'ISF, contre la taxe Zuckman, contre les droits de succession, etc., tout ce qui est réforme. Donc, il montre à quel point c'est un parti profondément sur l'injustice, sur les inégalités, et en plus en désignant des boucs émissaires pour financer leurs petites mesurettes économiques. Mais ils sont en une de Paris Match aussi avec des princesses, et ça fait rêver. Merci Yuli Yamamoto qui est avec nous. Et merci à toute l'équipe d'Attaque. On salue et qu'on soutient. Soutenez Attaque, soutenez le planning. L'histoire n'est pas écrite. Enfin, il y a des histoires qui sont déjà écrites. Celles qui n'ont certainement pas échappé à celles que nous allons écouter maintenant. Juliette Arnaud. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous spécialistes autant. Plus important à vivre. Régal Juliette Arnaud. En avant les histoires. Alors moi, mon actualité, c'est que j'ai lu un livre. Mais non. Si, non, alors, c'est un livre particulier parce que c'est plusieurs garçons, dont Thomas VDB, plusieurs garçons sans se concerter les uns avec les autres, qui m'ont instamment demandé de le lire. Et c'est suffisamment rare comme cas de figure que ça m'a piqué la curiosité. Sur la couverture du livre, en plus, il y avait un chien noir et le titre du bouquin, c'est « Bâtard ».
au pluriel. Du coup, l'affaire a été pliée, je lis. C'est le récit d'une tournée chaotique au Japon d'un groupe de techno expérimental. Le groupe s'appelle D-Damage et qui est constitué de 2 frères, le narrateur du récit, JB, et son frangin, Fred. D-Damage, c'est un peu la marge de la French Touch, mais attention, JB et Fred, c'est tout sauf des Versaillais. C'est des enfants de la marge, enfants d'ouvriers issus de l'immigration, moitié kabyle, moitié tchèque. JB hurle au micro, il explique dans le bouquin, dans notre famille, tout le monde gueule. Fred et moi, on s'engueule tout le temps. On ne sait pas s'exprimer autrement, on est des pauvres, on sent la sueur et le cambouis. Alors, en fait, leur musique, on le comprend, elle répond au contexte originel. Et puis, il précise, pour extérioriser la douleur, Fred et moi avons créé une musique informe, fruit du désordre et de la collision. Parce que la douleur, c'est aussi celle de Fred dans son corps, provoquée par une sale maladie pas guérissable. Bon, moi, je n'y connais pas plus en techno qu'en physique quantique, alors quelque affection que je porte à tous ces garçons prescripteurs, j'aurais très bien pu lâcher l'affaire, même si leurs aventures hallucinantes et hallucinées au Japon, elles auraient pu ne pas suffire. Sauf que, il y a dans la relation entre ces 2 garçons une note qui m'a bouleversée. Une note que peu souvent on écrit, on filme ou on exprime, celle d'un amour sans domination, sans désir d'être le plus fort, sans « mon pipi va plus loin que ton pipi ». JB, il raconte son éblouissement pour son frère. Il écrit « Mon frère est magnifique. Il brûle la rétine sur scène, il oublie sa maladie, il est immortel. Voir mon frère en vie est ma plus grande motivation. C'est égoïste, ça me rend heureux. » Et cette note, je pense qu'elle m'a sauté au visage parce qu'avant, j'avais vu, quand j'étais petite et jeune, le film de Francis Ford Coppola, Outsiders, qui date de 1983. Outsiders, c'est une bande d'ados dans la ville de Tulsa, Oklahoma, dans les années 60. C'est que des mômes issus de familles compliquées et pauvres, des outsiders, donc qui sont dehors, livrés à eux-mêmes, en dehors, à la marge, tous avec de la gomina dans les cheveux, parce que c'est les années 60, et qui se dérouillent régulièrement avec les mômes issus des quartiers riches. Et Coppola les filme, tous, mais surtout les 2 plus petits, 15 ans, Ponyboy et Johnny, les moins endurcis de la bande. Ponyboy, la tête farcie de livres et de films, Johnny qui préfère ne pas rentrer chez lui quand ses parents se foutent sur la gueule, et c'est souvent. Alors ils regardent les étoiles tous les 2 la nuit dans un terrain vague et ils essayent de se consoler. Et puis, évidemment, le drame arrive, c'est prévisible dans les vies violentes. Ponyboy et Johnny se retrouvent quelques jours exfiltrés dans une église à l'abandon, en pleine campagne. Et là, pouf, le temps s'arrête. Le bruit urbain aussi, juste parfois un petit raton laveur qui gratouille une vitre cassée, une chouette qui ulule, et Coppola qui filme la douceur, la tendresse du lien entre Ponyboy et Johnny, les 2 saisis par le spectacle d'un soleil qui se lève. Alors ça fait de l'or de partout autour d'eux. Et là, Ponyboy se souvient d'un poème qu'il a appris à l'école et qu'il n'avait pas compris. Mais là, tout à coup, il le comprend. C'est un poème de Robert Frost qui finit par les 2 vers suivants. So, dawn goes down today, nothing gold can stay. Ainsi, l'aube disparaît, rien ne reste de l'or à jamais. En regardant Outsiders, on est émerveillé par l'or que Coppola nous fait voir chez tous ces ados mâles qui s'aiment, qui tentent de se protéger, qui s'inquiètent les uns pour les autres. Et saisissant que l'aube est par essence passagère, comme l'innocence, Johnny, le petit Johnny, dans un moment déchirant, murmure à Ponyboy un seul conseil pour plus tard. Stay gold, Ponyboy. Stay gold. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous écrirez sur ma petite pierre tombale? Stay gold, Juju girl. Juliette Arnaud. Merci beaucoup Juliette. On retrouve sur Instagram Juliette Arnaud Pénélope, allez vous abonner. Et puis en podcast également, comme toutes les chroniques de l'émission. Allez vous abonner même tout de suite, je vous promets qu'il ne se passera rien d'intéressant dans les prochaines minutes, puisque vous le savez, c'est la publicité. Eh ben oui. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, toujours notre invitée, la présidente du planning familial, Sarah Durocher. On l'a évoqué tout à l'heure. L'éducation sexuelle et affective à l'école. Où que c'est qu'on en est de tout ce bazar? À chaque fois qu'on en parle dans les médias, ça fait, ça fait du débat, ça fait des paniques. Ouais, tout à fait. Comme on l'a dit. Mais déjà, on en est où légalement? Est-ce qu'il y a une obligation? En fait, il y a une obligation. Il y a une loi qui date de 2001 qui dit qu'il faut 3 séances d'éducation à la sexualité par an. Je ne sais pas combien vous en avez eu. 0, mais bon, je suis vieille. Ouais. 1000. 3 séances, ça veut dire quoi? 3 séances de 3 fois 2 heures ou... C'est ça, ça veut dire il n'y avait pas de programme, donc c'était pas très bien défini. Ok, ouais, c'est un mais peu... il devait y avoir 3 séances. Et nous, le planning, on intervient auprès de 3600 établissements.
que ça soit en primaire, que ça soit au collège et au lycée. Et en fait, avec SIDAction et SOS Homophobie, on a porté plainte contre l'État, comme l'affaire du siècle, en fait, pour dire qu'est-ce qui a été mis en place depuis 20 ans. Et donc, on a fait cette démarche-là parce que nous, sur le terrain, on voyait qu'il y avait des manquements et qu'il y avait des manquements financiers aussi, c'est-à-dire qu'on était sollicité, mais on ne pouvait pas faire les interventions. Et puis, de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'il y avait 15% des jeunes qui avaient déjà eu une séance d'éducation à la sexualité. Donc, ce qu'on a voulu, c'est porter plainte. Ça a duré 2 ans. Ça a été une belle bataille avec SIDAction et SOS Homophobie. Et donc, le tribunal a reconnu qu'il n'avait pas fait son travail, en fait. Donc, aujourd'hui, on en est un peu là. Et puis, ça a quand même remis le débat là-dessus. Alors, ça n'a pas été simple, parce qu'ils sont assez violents, les anti-éducation à la sexualité. Mais par contre, ce que ça a permis, c'est la sortie d'un programme. Et donc, aujourd'hui, même si le programme ne nous satisfait pas complètement, il y a un peu plus de pression pour mettre en place l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le seul souci qu'on a, c'est que ce n'est pas, encore une fois, comme beaucoup de choses, il faut que ça soit une vraie politique publique. Et aujourd'hui, il peut y avoir un programme, il peut y avoir une loi, mais s'il n'y a pas les moyens et si on ne forme pas les professionnels, ça ne se met pas en place. Juliette ? Oui, ça me paraît un peu étrange qu'il y ait des gens qui freinent parce qu'on se rend compte, ça y est, on commence des affaires pédocriminelles qui sortent, donc on devrait se dire que plus les gamins sont avertis, mieux c'est, et finalement pas. La question que j'avais, c'est tu disais que le planning familial intervenait dans des écoles, collèges et lycées, 3600, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que c'est que des établissements publics et quid des établissements privés ? Alors, on est peu sollicité par les établissements privés. Je ne sais toujours pas pourquoi. Alors, attends, vous êtes peu sollicité ou vous êtes littéralement pas sollicité ? On n'est pas sollicité. Il y a quelques établissements dans mais certains territoires, mais j'ai même pas de chiffres par rapport à ça. C'est majoritairement, souvent, des professionnels de l'éducation nationale qui sont hyper convaincus, qui en interne se bataillent aussi pour que ça soit mis en place. On met en place ces interventions. C'est quand même 150 000 jeunes par an qu'on atteint par l'éducation complète à la sexualité. Tu as tout à fait raison. Il faut se rappeler que dans une classe, il y a 3 élèves qui ont vécu des violences sexuelles. Et donc, bien évidemment, que la question de l'éducation à la sexualité, c'est permettre le repérage aussi des violences, des victimes, de qu'est-ce qui se passe aussi dans la famille. Et c'est ça que ça bouscule et qui les embête autant. C'est qu'en plus, on est informé, et en plus, le privé devient politique, en fait, dans le sens où on va aller voir comment ça se passe à la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Et puis, ils défendent vraiment la société hétéropatriarcale à fond, avec un papa, une maman, des enfants. Et ça, nous, on vient bousculer les choses juste en informant les personnes de leurs droits. Les chiffres sont complètement fous. Tu as dit 3 gamins par classe, c'est-à-dire 3 gamins tous les 25, quoi, on va dire. Oui, sur une classe de 30 élèves, il y a 3 élèves qui ont vécu des violences sexuelles. C'est complètement c'était la Civis, c'était le travail de la Civis qui avait été fait à l'époque, qui mettait ça en avant. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils arrivent à renverser le vocabulaire, parce que nous, on considère que l'éducation à la sexualité, ça protège les personnes, puisque ça nous permet de s'outiller, de connaître son corps, de connaître aussi la relation à l'autre, le respect, de poser des questions aussi, de travailler les stéréotypes. Et eux, en fait, ils disent le contraire. C'est comme si on était des dangers pour les enfants. Et ça, ils ont réussi à renverser ça. Oui, parce qu'il y a tout un discours, comme tu disais tout à l'heure, où ils disent c'est des cours de masturbation, c'est ce genre de... Qu'on va demander aux enfants de changer de genre, alors qu'on ne fait pas du tout ça, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement Qu'est-ce qu'il y a à enseigner, justement, pour débunker ça dépend des âges, mais souvent, il y a les questions de stéréotypes de genre, il y a la question du consentement aussi, qu'on va aborder dès le plus jeune âge, tout simplement de savoir ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Mais y compris, ça veut dire que c'est de dire à des enfants... ton corps est à toi, il n'y a personne qui a le droit d'y mettre la main dessus, y compris des membres de ta famille ? C'est pas comme ça que c'est abordé. C'est abordé de manière autour de choses très ludiques, pas forcément sur des questions de violence, mais sur la question du consentement plutôt. Et c'est aussi, par exemple, la question des émotions, de pouvoir exprimer, de pouvoir pleurer, de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. Et nous, quand même, on est formés. Ça veut dire que les intervenants du planning et des autres associations, elles sont formées. Et je peux t'assurer que nous, on repère quand il y a quand même une question de repérage. Si jamais on voit qu'il y a un enfant, dès qu'on va parler un peu de la question du oui, du non, de comment ça se passe à la maison, il y a des paroles qui sortent forcément. Et dans ces cas-là, on va arrêter le collectif de l'intervention et on va aller parler avec l'enfant ou interpeller directement l'établissement. Et la plainte dont tu parlais en début d'intervention sur cette thématique, elle en est où ?
que tu as dit ça s'est arrêté là et c'est quoi, c'est en stand-by, on attend un nouveau... On a demandé 1 euro symbolique. Oh, oui, ok. Donc, mais on aurait sûrement dû demander plus, mais c'était pas du tout l'objectif de nos associations. Bah là, maintenant, il y a ça, mais comme étant donné qu'il n'y a pas... En fait, ils considèrent qu'il n'y a rien qui a été fait en 20 ans, mais sur l'année d'avant, la dernière année, il y a des choses qui ont été faites. Ah, donc ils communiquent sur le fait qu'ils sont mieux qu'avant. C'est tout à fait ça. Donc voilà, mais ça pose la question, et Yuli en parlait par rapport à l'extrême droite, ça veut dire que quand l'extrême droite commence à parler de nos sujets, comme l'éducation à la sexualité, c'est dangereux. Et c'est pour ça que nous, on fait un travail aussi en disant, attention, même si vous êtes convaincus, il faut aller le porter publiquement, il faut aller le défendre. C'est ce qu'on dit à des parlementaires féministes de gauche pour essayer d'aller défendre, parce qu'il est hors de question que ça soit l'extrême droite qui en parle d'abord. Et comme depuis 20 ans, il n'y a pas eu grand-chose de fait à ce sujet-là, quand même, moi je me permets de le dire, et bien évidemment qu'encore une fois, il y a une faille et l'extrême droite y va, mais complètement à fond. Et c'est pour ça qu'il faut encore une fois soutenir le planning familial. Tout à fait. Je le répète, merci beaucoup Sarah. On va faire une dernière pause musicale en rappelant qu'un des meilleurs contraceptifs reste le générique de l'âne trop trop, qui devrait vous passer l'envie de faire des gosses. Est-ce que c'est ça qu'on va écouter, Juliette? Eh ben non, Guillaume. Ah bah non, alors mince. Parce que tu sais, Guillaume, parfois on peut avoir envie de faire l'amour et c'est pas pour la procréation. Et mais non. Le générique de l'âne trop trop, eh ben oui, non, ça va pas nous aider. Alors que Mark Ronson, oui. Ah oui. Avec sa chanson Just, par exemple. Vous êtes toujours sur Radio Nova, vous écoutez La Dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invitée, la présidente du planning familial, Sarah Durocher, et celle qui vient de nous rejoindre, à qui l'avenir appartient tant elle se lève tôt pour participer à la matinale de Radio Nova. C'est ma Marie. Eh bien, je déclare le racisme terminé. Ouais. Est-ce que quelqu'un en duplex de la street peut me dire si c'est terminé? Peut-être qu'il faut que je le dise sur un autre ton. Je déclare le racisme terminé. Toujours pas. Ok, bon. Sinon, cette semaine, l'association Tant que je serai noire, qui œuvre pour la justice reproductive, a sorti un rapport sur les violences médicales à l'encontre des femmes et minorités de genre noir. C'est long à dire. Je trouve pas ça beaucoup mieux que ma méthode. C'est juste un tout petit peu mieux. Voilà. Pourquoi chiffrer ces violences? Parce que c'est comme pour les violences sexuelles ou les graineries. Faut être plein pour qu'on te considère. Et j'espère que j'aurai pas de représailles pour cette blague engagée sur les graineries célib. Si tu es seul à parler, on ne te prendra pas au sérieux. Même si tu as une mallette, un objet sérieux, genre. On dira que ça n'a pas eu lieu ou que c'est un cas particulier. Un médecin méchant. La solution ne sera pas la remise en question du système, mais peut-être installer une pancarte « Attention, médecin méchant » à l'entrée de son cabinet. On parle quand même de la médecine. Elle ne peut pas discriminer. Le sang n'a qu'une couleur, le rouge. Pourtant, la médecine a participé à donner des supports scientifiques pour hiérarchiser les êtres humains et pour justifier l'esclavage. Les personnes noires sont historiquement déshumanisées. Je vous rappelle que ça fait que 177 ans qu'on n'est plus considérés comme des biens meubles. 177 ans, c'est 2,14 Michel Druckers. Faut l'accorder au pluriel, voilà. Donc, quand tu dis que t'as mal chez le médecin, eh ben, il y en a certains qui entendent Ikea. Donc forcément, on te répond, c'est pas moi qu'il faut aller voir, madame, c'est un ébéniste. Ça passe pas dans les prises de sang, la sève. Si vous pensez que c'est du passé, sachez qu'en 2024, il a été estimé qu'aux urgences à symptômes identiques, une femme noire a 50% de chances de moins qu'un homme blanc d'être considéré comme une urgence vitale. C'était il y a seulement 0,024 Michel Druckers. En 2017, le décès de Naomi Musenga à la suite d'un refus de prise en charge du SAMU de Strasbourg n'a été pris au sérieux que parce que l'appel avait été enregistré. Donc, entre la police, les administrations, le travail, mon conseil pour lutter contre le racisme, les vlogs. Vous ne serez plus des personnes qui se méfient de l'autorité, mais de dignes collègues de Squeezie. Son décès a participé à populariser le concept de syndrome méditerranéen, alors encore enseigné au cours des études de médecine. C'est un syndrome d'après lequel les personnes d'origine méditerranéenne auraient tendance à exagérer leurs symptômes. C'est vrai que quand tu te déplaces aux urgences, c'est parce qu'en secret,
tu veux te lancer dans une carrière d'acting. C'est connu que l'hôpital, c'est le meilleur endroit pour choper une figure dans Plus belle la vie. En 2024, Mauricia Genengai doit accoucher sur le parking parce qu'elle a été refusée aux urgences. Son enfant a dû arriver en créneau avant même d'avoir le permis. Et oui, les violences gynécologiques sont les plus représentées dans les violences médicales racistes. 30% des femmes et minorités de genre interrogées par Tant que je serai noire choisissent de s'éloigner du système de santé. Ça laisse 70% qui doivent continuer à vloguer. Donc peut-être intéressons-nous à ce rapport. Bon conseil. Merci beaucoup, ma Marie. On te retrouve sur scène avec ton spectacle Trop drôle pour mourir les samedis à 19h34. Le République est sur Instagram, Mamari Munezero. Ça se prononce pas comme ça. Non, ça se prononce Munezero. Munezero. Ah, Voilà. il y avait quand même un petit... Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je précise que dans mon spectacle, je parle de mon parcours de survivante d'inceste et je partage ma solution qui est l'insolence. Voilà. Très bien. T'as un peu spoilé ton spectacle, mais j'encourage tout le monde à aller le voir quand même. Merci, on est toujours avec notre invitée, Sarah Durocher. On n'a pas appris grand-chose tout à l'heure avec la séquence d'Emeric sur ce que vous ne savez pas sur l'invité, mais je pense que Juliette a insisté à creuser un petit peu sur tes goûts artistiques. Et je t'ai demandé quel dessin animé t'intéressait de l'enfance. Ton enfance, ce sont les années 90, donc c'est le Club Dorothée, où il y avait le dessin animé Jeanne et Serge, passion, volleyball. Bien sûr. Jeanne et Serge qui passent de simples amateurs au JO de Séoul. De ça, évidemment, je ne me souvenais pas. J'étais pas en âge de regarder le Club d'eau. Ils vont jusqu'au JO? Oui. En tout cas, sur Wikipédia, ils disent ils vont jusqu'au JO de Séoul. Donc, moi, je les crois parce que je crois au Wikipédia. Toi, oui. Toi, tu savais qu'ils allaient jusqu'au JO de Séoul? Pas du tout. Oh. Mais en volleyball? Oui, en volleyball. Écoute un peu Emeric, merde. Évidemment, ils vont pas changer de sport en 3e saison. Qu'est-ce qui te plaisait tant dans ce dessin animé? Alors, qui tirait d'un manga? Déjà, moi, j'étais abonnée au Club Dorothée. J'avais mon prénom le jour de mon anniversaire à la fin. C'est la classe. Les privilèges, là. Ça, vraiment, c'est... ça m'a vachement marqué. Et puis, les joueurs qui sautaient en l'air pendant... je sais pas combien de secondes pour aller frapper un ballon qui se déformait complètement. On comprenait rien à cette balle. Pourquoi elle devenait ovale? Je ne comprenais pas. Et c'est pour ça qu'après, moi, j'ai fait beaucoup de volleyball. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même chose. Je restais pas 15 secondes en l'air et le ballon se déformait pas. Et c'est pour ça que tu as arrêté ta carrière? Juste pour ça. Et le ballon, il faisait... Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est une émission intéressante. J'apporte ma petite pierre à l'édifice. Moi, ça m'a rappelé un souvenir. Ça m'a rappelé le souvenir. J'avais plus ça en tête, Guillaume. Oui, parce que moi, j'étais à la partie Olivier Tom, mais c'était les mêmes bruitages, à mon avis. Tout à fait. C'était les mêmes ballons qui se déformaient. Ok. Je vous ai épargné j'ai failli chanter le générique, après je me suis dit, Juliette, ne fais pas ça. Je t'ai demandé ensuite quelle chanson t'avait donné envie de devenir une grande personne. C'est une chanson de 1975. C'est l'année où l'ONU avait déclaré que c'était l'année internationale de la femme. Et Anne Sylvestre sortait un album, Une sorcière comme les autres, dont une chanson Sorcière comme les autres. Il commence par S'il vous plaît. Il s'adresse aux hommes. S'il vous plaît, faites-vous plus léger. Moi, je ne peux plus bouger. C'est un hymne constamment repris par les féministes. En quoi elle t'a donné envie de passer dans un monde adulte? Elle a une histoire particulière. Alors déjà, quand tu m'as posé la question, moi, devenir une grande personne, je t'ai dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en inspiration, parce que moi, c'est les personnes c'est ma colère et le vécu des gens qui m'animent et qui me donnent envie d'être une grande personne. Et en plus, je mesure 1m95, donc évidemment... tu es une grande personne. Voilà. Et en fait, c'est une chanson que j'ai connue au planning. Moi, je ne la connaissais pas, cette chanson-là, parce que moi, je considère qu'on ne n'est pas féministe, on devient avec les rencontres qu'on a. Et une amie à moi, qui s'appelle Sandra, qui est décédée, qui me l'a fait découvrir à mes tout débuts du planning. Et du coup, j'ai réussi à associer. En plus, il parle de Jeanne d'Arc dans la... Voilà, je suis orléanaise comme Alice Cordier. Voilà, mais pas avec les mêmes opinions. Mais par contre, c'est pour ça que ça m'a donné, parce que je suis très fière d'être une sorcière. Voilà. Donc Anne Sylvestre, elle dit « Moi, je ne peux plus bouger », ce que moi, je traduis par « Maman, elle est fatiguée ». Sauf que c'est à peu près le même sentiment. C'est pas une posture combative, on a l'impression... C'est devenu un hymne féministe, et pourtant, ça raconte une chose qui, au départ, moi, je ne peux plus bouger, ça te donne... C'est pas forcément un mouvement de combat. Ouais, mais parce que je pense que combattre, c'est fatigant aussi. Et c'est déjà reconnaître qu'on est épuisé. Et c'est déjà reconnaître ça. Et je pense aussi que
Enfin, moi, je trouve que c'est important de le dire. On va avoir des échéances là, mais on est fatigué, en fait. Enfin, je veux dire, cette politique-là, elle attaque quand même pas mal le milieu associatif en général, les féministes plus particulièrement. Et bien évidemment que c'est bien de se dire aussi qu'on est fatigué, qu'on peut plus trop bouger, mais que c'est pas pour autant qu'on va pas bouger. On va le faire, on est fatigué. Voilà. Je t'ai demandé enfin ce qui te faisait rire. Tu m'as répondu Le Père Noël est une ordure, réalisé par Jean-Marie Poiré avec toute l'équipe du Splendide, un film de 82. Et c'est rigolo quand même parce que c'est une comédie où il y a une équipe de SOS Amitié. Ouais. Donc des gens qui font ça... Je l'ai vu au ralenti, ce film, je pense 350 fois. Et tu penses que tu en rigoles autant parce qu'on voit justement des militants associatifs qui sont au secours de la misère qui se portent au secours de la misère du monde, ou juste le film te fait rire et il n'y a pas de lien? Moi, non, j'ai pas forcément de lien. Il y a juste... Moi, j'ai fait une école d'assistante sociale et à un moment donné, il y a Thérèse, elle est hyper intelligente, elle a fait une école d'assistante sociale. C'est pas ça qui m'a donné envie d'être assistante sociale, pour le coup. Mais je trouve qu'il y a tout dans ce film. Enfin, je trouve que c'est un film qui vieillit pas trop mal et je trouve... Enfin, moi, qui me fait énormément rire. Et à chaque fois, j'ai l'impression de découvrir un truc dans une scène, quoi. Donc, j'ai cette curiosité-là et je pense que je peux... Par contre, c'est un peu chiant de le regarder avec moi parce que je connais tous les dialogues, quoi. Donc, Ah oui, tu es ce genre de personne. Je suis ce genre de personne, tout à fait. C'est cela, oui. Merci beaucoup, Sarah. Et merci, Juliette. Il est 20h02 déjà. Ça filoche. Presque le moment de conclure l'émission, mais pas avant d'avoir écouté la parole de l'éditorialiste que la France entière nous jalouse, notre Pascal Pro à nous, même si quand on l'écoute, on est plus proche de Pascal Protoxyde d'azote. C'est Aymeric Lompré. Allez. Ouais. Allez, l'actualité est chaude, l'actualité. Comme la plume de mon stylo qui court, trace, virevolte, lise et délie les lettres au rythme de mon cœur emballé. Forcé d'exhaler les mystères de mon âme jusqu'à la dernière goutte de son encre sombre. Wow. Littérature, j'écris ton nom. Je dis que j'étais écrivain. J'ai écrit un livre, j'ai sorti une BD. Enfin, ouais, c'est pas vraiment. Enfin, c'est Victor Hugo, quoi. J'ai pris une grande décision, là. J'ai pris une très grande décision entre le chômage, la guerre, Eugénie Bastier et la France va mal. Les Français ont besoin de changement. C'est pour ça, je me présente en 2027. Allez. Lomprette 2027. Comme Juju. Mais moi, ça sera plus sérieux. Alors, ça sera chiffré, quoi. Alors. Partez pas, madame. Non. Les gens quittent la salle. Oui. Non, bah, tu regarderas en replay. Bon. Je divise déjà. Ah oui. Alors, si j'y vais, bien sûr, c'est pas par choix, c'est parce qu'on me le demande. Hein, souvent les politiques ils disent ça. Non, c'est pas moi qui veux, c'est les autres qui vont demander. Daniel, non, personne t'a demandé. Si, vous l'avez dit. Vous avez dit non, Daniel, non. Là, parce que vous assumez pas, mais vous l'avez demandé. Non, Daniel, on t'a jamais demandé. Ah si, dans le vestibule là, il y a pas de vestibule. Si, dans l'antichambre entre le boudoir et le cabinet de curiosité, derrière l'alcool, juste à côté du jardin d'hiver. Automne, ces fleurs qui poussent en mon ventre. Putain, mais c'est du sang ou de l'encre qui coule dans mes veines. Peut-être je vais m'acheter une bicoque sur la côte normande. Écrire au rythme des vagues, clapotir au sac. Bon, mon programme. Oui. Parce qu'on va pas voter au physique, sinon ce serait Pierre qui serait président. Il est beau, Pierre, il est trop beau. Avec ses petits traits parfaits, là. Ses cheveux d'argent. Dommage, il pue du cul. Bon, politique internationale. Oh, vos gueules. Politique internationale. On ferait une primaire. Non, politique internationale. Plus de frontières, fini les passeports. L'administration aura le bol. On pourra passer d'un pays à un autre comme on le souhaite. Ouais. Babylone. C'est genre, vous venez dans mon pays, vous êtes qui? Le Luxembourg. Hein? Politique intérieure, désarmement de la police et armement des manifestants. On veut plus de salaire. Ok. Santé, faire de la lutte contre la maladie d'Alzheimer une priorité. Emploi, moins le métier est attrayant, plus le salaire est élevé. Ouais. Ah, par exemple, goûteur de... M'interromps pas. Par exemple, goûteur de gratin dauphinois, pas beaucoup payé. Ami de Bruno Retailleau, très beaucoup payé. Nous, on reste payé pareil parce qu'on bosse avec Pierre et c'est pénible parce qu'il pue du cul.
Santé, faire de la lutte contre la maladie d'Alzheimer une priorité. Ça y est. Oui, oui. Rapport à Alzheimer. Écologie. Merci mon peuple. Écologie, plus un moyen de transport est écolo, plus il est prioritaire. Mise en situation, nous sommes à un carrefour, un vélo, une Tesla se croisent. Qui passe en premier, Pierre? Le vélo. Non. Non. Bah. Mais non, parce qu'en fait, on aura brûlé la Tesla, du coup, le gars, il sera à pied, ouais. et du coup, il devient piéton. Plus écolo que le vélo. Ah oui. Ah bah oui, oui. T'as perdu, Pierre, tu peux du cul. Défense. Service militaire obligatoire pour tous les gens qui sont pour le service militaire. Voilà. Oui. Du coup, on va avoir une armée qu'avec des vieux gars de droite, quoi. Ça va être chaud. On va à la guerre. Alain, un papa, une maman. Est-ce que tu veux un homard pour te donner du peps? Après, les ennemis partiront en pleurant. Trop chiant, on veut retourner au Luxembourg. En tout cas, cher public, à l'aube des choix qui dessinent notre histoire, daignez m'accorder votre confiance pour que nous tenions d'une même main la plume qui écrira notre avenir. L'on prête 2027. Waouh, les poils. Aymeric Lompré, qu'on retrouve en campagne présidentielle dans toute la France, mais également en librairie. Je suis écrivain. Avec bientôt un livre-programme, j'imagine, mais en attendant, une exceptionnelle BD qui s'appelle YOLO. C'est un best-seller. Qui est un best-seller. On peut le dire, c'est un carton, c'est un succès. On en a vendu 20 là. 1000, comme tu dis, 20 000. Non, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très excellente. Merci. Et c'est une adaptation de ton spectacle. C'est ça. Voilà. Un spectacle qui est adapté en BD. Voilà. Donc, achetez-la. C'est quasi obligatoire. Merci beaucoup. On est encore pour quelques secondes avec notre invitée Sarah Durocher, la présidente du planning familial. Et alors, on a quelques dernières petites questions à te poser. Pierre, allez, vas-y. Oui, Sarah, tu disais tout à l'heure que le planning familial cherchait différents profils de bénévoles. Est-ce que ça existe? Testeur de préservatifs, c'est pour un ami qui n'ose pas demander. Elle va répondre, Aymeric. T'as le droit à... J'ai pas de réponse. Ouais, t'as le droit à 8 jokers. Hein. Tu peux y aller. Aymeric. Mais si on pose la question 8 fois. Essaye, tu es libre. Il faudrait faire 9 fois. Mais à chaque fois que tu prends la parole, les gens quittent la salle. Hein. Je le dis pour les gens qui sont juste en audio. C'est flagrant. Hein. Non, une question. Est-ce que vous avez un compte Instagram pour le planning familial? Oui. Voilà. Ah, ça, c'est vraiment quand t'as pas préparé de questions. Ouais. Juliette. Sarah, est-ce que c'est OK de disqualifier une femme en se moquant de son physique? C'est pas pour moi, c'est pour des collègues. C'est pas OK. Qui? Ils se reconnaîtront. Demande pour les testeurs de préservatifs. Sarah, en tant que féministe, tu préférerais aller t'installer dans l'Oklahoma, en Pologne ou dans le Mordor? C'est des questions pas faciles, hein, les questions de fin. On est obligé de choisir. On est obligé. Eh oui. Mais le Mordor, c'est bien maintenant. Ouais. Ça a changé le Mordor. Il est mort, bon Sauron. Ah, mais c'est vrai? Ouais, c'est redevenu bien. Non, mais en Pologne. En Pologne, quand même. Il est allé en Pologne, Sauron. Juliette, Non. Ouais. t'as encore une question? On a encore le temps. Est-ce que, à ton avis, quelle personne politique devrait le plus faire son stage 3e au planning familial? J'hésite entre Laurent Wauquiez Ouais. et puis Zemmour, pourquoi pas, ou même Marion Maréchal Le Pen quand même. Ouais, une petite triplette. Ouais, en duo en stage trio. 3e. Ouais, Ok. tout à fait. Pierre-Emmanuel. Oui, Sarah, est-ce que tu penses qu'il faut autoriser l'avortement à vie si, par exemple, on est la maman de Laurent Nunez et on regrette? C'est une bonne question. C'est une vraie question, mais je pense qu'il faut y réfléchir. C'est une question philosophique en On tout va cas. y ouais. réfléchir. Merci beaucoup, on a Merci terminé là-dessus. beaucoup. Merci, ça. Merci d'avoir été avec nous pendant 2 heures. Soutenez le planning familial, envoyez de l'oseille. Engagez-vous comme bénévole si vous avez le temps. Merci à ton invité, Yuli Yamamoto. Soutenez Attaque également. Merci à Thomas VDB, Mamari, Florian Gouttière. Merci à toute l'équipe de l'Européen. Seb, Barnabé, Julien, Lindsay, Sonny, Marvin, Anne, toutes les équipes techniques de Radio Nova, Fred, Malo, notre réalisateur, accompagné de Lulu, Paul, Julien à la technique, Manon, Loris, Ninon, Yona pour la prod, Christian pour la programmation musicale, Colline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban, et en plus je crois qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est son anniversaire, et Tristan. Merci à notre rédacteur en chef Ramzi Assadi.
Et Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. C'est vrai que j'étais là aussi. Tout de suite sur Radio Nova, vous retrouvez David Blo pour le Nova Club. On se retrouve la semaine prochaine. Restez soudés et vivement la dernière.